Ok. Bonjour à tous. Vous pouvez juste faire des pouces si vous m'entendez. Juste comme ça. Très... Alors, bienvenue pour nos séances, ce webinaire organisé par Data Africa. Donc, nous allons attendre 5 minutes, le temps que les gens se connaissent. Nous allons laisser ensuite la parole à M. Kimba pour sa. Donc, en attendant, pour ceux qui sont là, donc, on vous remercie d'être présents à cette séance. Tout comme nous, vous êtes soucieux de l'avenir qu'on a quand on fait de la data en tant qu'étudiant. Et nous sommes d'avis que vous aurez la réponse lors de ce webinaire. Donc, pour ceux qui le savent, vous devez savoir que Data Africa Hub, c'est une communauté déjà et un hub de formation où vous pourrez faire du réseautage, où vous pourrez avoir accès à des webinaires comme celui-là et vraiment prendre énormément de ce que nous faisons et pour votre avenir. Déjà, vous devez savoir qu'avec Data Africa Hub, nous avons déjà donné notre formation à l'initiation à Python pour la data science. Et on a eu plusieurs lauréats, plusieurs participants ont avoir des certifications par rapport à ça. Et c'est dans la suite de nos activités que ce webinaire-là se crée. Du coup, comme je le disais tantôt, Data Africa Hub, c'est déjà une communauté et vous êtes tous invités à rejoindre cette communauté-là. Vous pouvez également nous suivre sur nos réseaux pour avoir plus d'informations sur ce que nous faisons et bénéficier encore plus de nos offres. Tout faire pour entrer dans la communauté parce que ce qui arrive, c'est vraiment incroyable, c'est excellent. Et je suis sûr que ce soit pour vous dans votre aventure en tant que datiste ou en tant qu'acteur dans la data. Et même si vous êtes juste développeur, ça vous concerne aussi. Ok. Donc, dans 2 minutes, nous allons commencer. Nous allons laisser M. Kimba se présenter et faire sa présentation. Déjà, avant de commencer, vous devez savoir que vos micros doivent rester éteints. Vous devez éteindre vos micros. Les caméras, on n'en a pas besoin pour l'instant. Vous pouvez également éteindre vos caméras. Et peut-être à la fin, on va ouvrir nos caméras pour pouvoir montrer à M. Kimba qui nous sommes et à quoi on ressemble. Voilà. On aura peut-être aussi à faire une photo, genre une capture d'écran à la fin pour juste montrer qu'on était bien présent. En gros, c'est ça. Donc, je vous souhaite encore la bienvenue et je suis sûr que vous allez apprendre beaucoup de choses ici. Donc, toujours 2 minutes. Donc, il nous reste une minute. Je vais laisser la main à M. Kimba pour partager son écran. Mais avant tout, pour ceux qui viennent d'arriver, je tiens à vous dire de nous suivre sur nos réseaux, LinkedIn et Facebook, pour qu'on puisse, pour que vous puissiez bénéficier de ce que nous offrons aussi, pour que vous ayez la possibilité de rejoindre la communauté Data Africa, parce que Data Africa, c'est une communauté où les gens s'entraident, où les gens viennent faire des otages, on vient apprendre des meilleurs, comme M. Kimba aujourd'hui. Donc, je vais dans quelques secondes laisser M. Kimba faire sa partage et se présenter à vous. Et je suis sûr qu'on va apprendre beaucoup de lui. On arrive à devenir. Et donc, il est 10h05. Je vais laisser M. Kimba faire son partage et se présenter. À vous, à vous, M. Kimba. Merci. Merci. Bonjour à tout le monde. Bonjour tout le monde. Voilà. C'est un plaisir d'être là aujourd'hui avec vous. Ok. J'attends. Vous me dites si c'est bon. Vous voyez bien mon écran. C'est bon? Oui, nous, notre écran. Ok. Donc, voilà. Je suis, qu'on appelle Sandy Kumba. Voilà. Donc, c'est ce que je dirais pour l'instant. Aujourd'hui, vous faites qu'on appelle, voilà, une petite présentation sur la data science et l'emploi. Donc, déjà, comme Abel le dit, c'est pas data Africa Hub, qui est une jeune communauté que je viens de
de connaître. Et c'est vraiment qu'on appelle tous les fonds pour pouvoir avancer dans le domaine de la data science. Au Bénin en particulier, mais en Afrique de manière générale. Alors, sans plus tarder, donc, de manière générale, je suis fondé Kumba. Donc, je suis data engineer, data architecte, qu'on appelle, bon, je fais aussi du ML, machine learning, donc data science, machine learning. Et je suis spécialiste cloud. Et tout ça, voilà, je le fais. Donc actuellement, je suis dans une entreprise de l'INSEE France. Je sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça. Donc, c'est vrai. Donc, aujourd'hui, je suis data engineer, je suis l'INSEE France. Mais de manière spécifique, je suis. Donc, bon, de manière spécifique, je suis. Je suis en fait qu'on appelle un ancien économiste. Ça, un ancien économiste qui s'est retrouvé dans la data. Et donc, voilà, j'ai dans pas mal d'écoles. Donc, j'ai eu un diplôme d'abord en sciences économiques, ensuite un diplôme en sciences data et intelligence artificielle. Donc, voilà, l'International Data Science Institute. Donc, un institut qui est en Côte d'Ivoire. Je sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça. Mais aujourd'hui, en fait, bon, on va dire en Afrique, c'est l'une des premières écoles spécialisées en data et IA en Afrique de l'Ouest. Et c'est constitué en fait de trois écoles de renom. Donc, il y a l'INPH Williams, ce groupe qui est la meilleure école d'ingénierie de Côte d'Ivoire. Il y a l'ENCA, Abidjan, comme certains doivent connaître ici parmi vous, et Polytechnique Paris. Donc, je pense aussi que certains doivent connaître, qui est, on va dire, la meilleure école d'ingénierie de France. Voilà, donc c'est un peu ça, c'est mon parcours, un peu, voilà, les écoles dans lesquelles j'ai été. Ensuite, donc, qu'on appelle, ça m'a permis de développer pas mal de compétences aujourd'hui. Donc, euh, les compétences en développement, en Java, JavaScript, Scala, oui. Ensuite, je fais aussi de l'architecture cloud, cloud computing, data engineering, data mining, IA, et aussi DevOps. Je suis aussi un passionné de tout ce qui est open. Voilà, c'est vraiment un monde que j'adore. Et donc, dans mon modeste parcours, je suis aussi dans pas mal d'entreprises, voilà, donc dans différents secteurs. D'abord, Watia Assurance, qui est une entreprise spécialisée en fait en conseil en assurance, je suis né en Côte d'Ivoire. Data 354, c'est une entreprise spécialisée en data, donc purement data. Gomaïco, là, j'ai été inspecteur en développement web, euh, je pense que vous devez connaître ça, une entreprise au Bénin. MTN, voilà, KPMG, Rinci. Donc voilà un peu mon parcours. Maintenant, donc c'est vrai que en fait les présentateurs, on appelle les organisateurs veulent peut-être qu'on attende forcément à la fin pour les questions. Et je préfère généralement que ça soit une autre discussion où en fait on peut poser les questions. Je préfère, hein, voilà, si vous avez des questions sur un point sur lesquels vous pouvez peut-être lire et puis voilà, le modérateur il accorde ça et puis bon, on reprend. Je ne sais pas si ça vous va aussi, hein, Abel. Oui, c'est parfait. Donc, Voilà, comme vous venez d'entendre, si vous avez des questions pas à poser, vous pouvez également les poser à la fin. voilà. Donc, de toute façon, il y aura une séance de questions-réponses à la fin, mais bon, pendant la présentation, vous pouvez poser vos questions. Donc, voilà un peu mon modeste parcours. Alors, donc, le thème qui nous réunit aujourd'hui, c'est comment réussir en fait son ascension avant même de quitter le camp. Donc, surtout, spécialement dans un data science. On va essayer d'être un peu de manière générale parce que je pense qu'il y a des gens ici qui ne sont pas forcément en data pour l'instant, mais quand même, la thématique intéresse d'autres personnes. Et du coup, voilà ma présentation. Donc, ce qui est écrit, c'est un peu général, mais dans les explications et les exemples, je donnerai les exemples concrets dans le monde de la data. Alors, comment réussir son ascension avant même de quitter l'école? D'abord, en fait, quel peut être l'intérêt de se poser une telle question? Quel peut être l'intérêt? Parce qu'en fait, on est d'accord que
lorsqu'on on part faire une formation peut-être en data ou tout autre domaine, on se dit qu'à la fin, donc à la fin, on doit aller travailler en... Seulement que ce passage de, qu'on appelle ce passage de l'école à l'entreprise, c'est pas, parfois ce n'est pas aisé. Parfois, c'est pas aisé parce que, voilà, quand on arrive, tout est différent. Généralement, en fait, les étudiants, on pense que c'est l'école qui est le pire endroit, généralement. Pourquoi? Parce qu'on se dit, ouais, il faut qu'on finisse avec ces histoires-là, tout le temps des voix, des examens. Franchement, c'est la merde qu'on finisse avec ces histoires. Et voilà, on va aller en entreprise, on va commencer à toucher un salaire, voilà, voilà. Donc, on sera bien à l'aise, on verra ceci, ainsi. Hmm. Parfois, pas forcément le cas. Parce que, en fait, ouais, l'école, on n'aura plus à bosser, dit. Mais en entreprise, là-bas, ce n'est plus une question de notes. Là-bas, ce n'est plus une question de notes. On va bosser plus dur parce que, voilà, cette fois-ci, maintenant, je vais dire, mais c'est notre vie qui est en jeu. Parce que si tu ne fais pas correctement le taf, c'est clair qu'on va te couper ton salaire ou bien, voilà, on va te licencier. Donc là, franchement, c'est réel. Et pour moi, c'est là qu'il y a le plus de pression. À l'école, on pense qu'il y a de la pression, mais la pression de l'école, franchement. Donc, comment en fait on peut rentrer dans ce monde professionnel de manière plus sereine? Comment est-ce qu'on peut rentrer dans ce monde professionnel de manière plus sereine et pas qu'on appelle subir cette pression-là qu'on appelle tout le temps? Alors, il y a plusieurs astuces et moi je vais vous parler en fait de manière générale et avec mon propre vécu. Voilà, mon propre vécu. D'accord, donc Euh, on va parler de trois pour moi. Euh, pour réussir son ascension, son ascension donc, dans son ascension dans le monde professionnel, mais son intégration dans le monde professionnel, il y a trois points qu'il faut, il y a trois actions majeures qu'il faut effectuer. La toute première action pour moi, c'est renforcer en fait les acquis. Renforcer les acquis des cours qui sont généralement théoriques, donc pas une pratique intense. Parce que quand on est à l'école, on fait des cours, on fait des cours, on fait des cours, généralement c'est théorique. Et déjà, il faut renforcer ces acquis avant de pouvoir, comment on appelle, avant de vraiment quitter cet environnement pour aller à l'école, pour aller maintenant dans le monde professionnel. Ensuite, il est important aussi de l'avance sur les réalités de l'entreprise, par la montée en compétence sur les outils en vogue. En fait, on va rentrer un peu plus dans les détails, mais en gros, il faut commencer à se préparer aux réalités des entreprises qui sont complètement différentes de celles de l'école. Le troisième, c'est se démarquer. Donc, essayer de se démarquer de ses condisciples en se façonnant en fait un profil de carrière assez recherché, donc spécifique, unique, comme tout le monde. Voilà, c'est ça l'idée. Donc, le premier point, on peut renforcer les acquis. Comment on peut renforcer les acquis? Euh, Déjà, la première chose à faire, c'est d'approfondir les cours théoriques par la pratique. Ne vous, ça, il ne faut jamais, alors là, jamais, se contenter seulement de ce que le professeur. Parce que quand le professeur il vient faire le cours, il fait le cours comment? Il se dit quoi? C'est généralement en fonction de l'élève moyen. Parce que son but, c'est que tout le monde puisse comprendre. Son but, c'est que tout le monde puisse comprendre. Donc, on n'a pas forcément les mêmes besoins. On n'a pas forcément les mêmes besoins. Euh, Par exemple, donc le maths que moi j'ai eu à faire, on vient en fait par exemple, donc il y a certaines personnes des spécialités économie, d'autres informatique, d'autres mathématiques, etc. Donc quelqu'un qui a eu un master en mathématiques, même une licence en mathématiques, quand tu viens lui faire un coup de maths en licence, il n'a pas les mêmes normalement que celui qui a fait par exemple un parcours pardon, en, en informatique. Ils n'ont pas les mêmes besoins. OK? Pareil aussi en informatique. Donc, si le professeur, alors que le programme, lui, il ne regarde pas les gens de données spécifiques. Si tu es là, c'est que tu es censé avoir le niveau. OK?
Maintenant, le conseil viendra, il fera son cours. Bon, voilà. Donc aujourd'hui, on va apprendre la programmation. D'accord, il n'y a pas de problème parce que on dit oui, vous devez apprendre la programmation. À quelqu'un peut-être qui a déjà eu à travailler sur cet outil-là ou bien qui a déjà manipulé ces choses, ben, tu ne vas pas venir te contenter de ce cours en fait. Voilà, en gros, j'ai 10 sur 10 ou j'ai 20 sur 20 dans sa matière, donc c'est suffisant. Non, non. Donc là, il faut vraiment approfondir et c'est extrêmement important. Comment on peut approfondir? Il y a plusieurs façons. Quand vous avez fini de faire le cours que vous avez fini de faire en classe, on peut chercher d'autres cours qui correspondent mieux en fait à notre besoin. Parfois même, ça peut être le contraire, c'est-à-dire le cours que le professeur a fait, peut-être que c'est un peu plus pour toi, c'est-à-dire le niveau qu'on appelle de l'étudiant moyen. Et non, ne te compte pas de ça, je n'ai pas compris, non, c'est trop. Non, va chercher un cours qui est petit pour toi. Tu fais pour avoir ce niveau qu'on appelle le niveau de base et tu peux rentrer aussi dans le cours. D'accord? Euh, donc là, c'est extrêmement de vraiment approfondir les cours théoriques par la pratique. Ensuite, il faut essayer d'utiliser aussi les techniques d'apprentissage actif. C'est quoi ces techniques? Euh, Beaucoup, en fait, en tout cas à l'école, quand ils bossent, c'est pour les notes. Beaucoup bossent, c'est pour les notes. Parce qu'il y a un contrôle qui vient, donc voilà, comme il y a un contrôle, il faut que je bosse, il faut que j'ai 20 sur 20. Mais c'est pas une fin, c'est pas le but. C'est qu'on ressort de là avec des compétences pratiques qu'on pourra utiliser en entreprise. Mais si tu te contentes des notes, il n'y a pas de problème. On te donne un peu le coup, tu vas le boire, comme on dit chez nous, tu vas boire, voilà, tu as bu le coup, tu connais, tu peux réciter tout, il n'y a pas de problème. Le conseil vient, tu as fait 20 bravo. Mais généralement, quand on boit de cette façon-là, c'est juste pour la période qu'on appelle, surtout à l'université, les universités, ils savent, hein, c'est ça, quand les périodes de compos arrivent comme ça dit, il charge les cours, il déverse, quand il a fini de déverser le cours, dans demain, 2 jours, 3 jours après, tu lui poses une question dessus, c'est plus de quoi tu parles en fait, parce que tu bois, tu viens, tu vomis. L'essentiel, il faut valider la partie. Ok, ça marche pour avoir les notes, mais c'est pas une fin en soi. Tu peux avoir les 18 dedans, mais après, ça va te rattraper. Les techniques d'apprentissage actif, c'est quoi? Tu peux utiliser des simulations, des jeux, des trucs, mais ou bien des résolutions de problèmes. Et on a vu, ok, on t'a appris comment écrire une fonction en Python, on a vu comment faire des classes en Python, etc. Il y a pas, donc tu as regardé, ok, on te pose une question, comment on déclare une fonction en Python? Genre, tu peux procéder comme tu te poses une question, comment déclarer une fonction en Python? Pour déclarer une fonction en Python, il faut utiliser le mot-clé qu'on appelle classe. Ensuite, tu écris le nom de la classe. Bon, avec les règles, il faut peut-être mettre qu'on appelle le premier nom, pardon, la première lettre en majuscule, ou bien utiliser le camel case, 2 points, tu reviens à la ligne, et datation. Ok, pas de problème, c'est bien. Tu peux le réciter, tranquille. Ça reste en fait point théorique en fait, mais c'est pas le but. Par contre, quelque chose qui pourrait être pratique ou bien actif, c'est quand tu poses, bon, ok, voilà, par exemple, je veux donc faire un petit truc, par exemple, qui représente une classe. Genre une classe, une vraie classe, quoi, une classe, tu vois. Représente une salle, par exemple, donc voilà, une salle de classe, dans la salle de classe, les élèves peuvent faire ça, des comportements que tu définis. Ok, maintenant, comment est-ce que je peux résoudre ce problème en Python? Donc, tu vas donc utiliser en fait les concepts maintenant des classes, donc encapsulation des données, bon, truc qui peut-être revenir avec les histoires de polymorphisme, etc. Mais au moins, pour répondre bien concret, tu vas utiliser qu'on appelle des compétences que tu as appris pendant ton cours. Et ça, si tu le fais là, ça veut dire que ça vient de ta tête, hein, ça dit que tu peux. Non, 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 il n'y a pas de problème. La question c'est comment définir, tu veux orienter ta classe, il n'y a pas de problème. Va regarder ton cours. Ah oui, non, ça correspond à cette partie du cours là. Voilà comment j'applique. Et tu appliques. Et je vous assure que on retient mieux, en fait, on retient mieux
comment on appelle, par ces méthodes-là, parce que j'ai l'habitude de dire ça, mieux vaut, genre, quand on retient par les doigts, c'est toujours plus intéressant en fait. C'est-à-dire, n'importe quel moment, dès qu'on te touche, quand tu es devant ton ordinateur, tu as l'impression que tu peux hésiter, mais quand on te demande de faire, tu es capable de le faire. Tu es capable de le faire. Et donc, il faut privilégier cette méthode qu'on appelle d'apprentissage, donc des résolutions de problèmes, des simulations, des jeux parfois, mais en tout cas, utiliser une méthode active et non vous tu viens, c'est juste pour lire, ok, je peux lire, donc je suis content. Non, 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 non. Ok. Donc, je rappelle encore une fois, s'il y a des questions, n'hésitez pas. Après cela, pour renforcer encore les acquis, il est important aussi de savoir efficacement son temps. Donc, il faut savoir gérer efficacement son temps. Ok, donc gérer son temps. Comment? Par exemple, moi, quand j'étais, je vais dire, quand j'étais à l'école, je me suis dit, par exemple, que, bon, ok, donc, un master, normalement, je dois aller travailler. Et donc, là, il me reste peut-être 2 ans. Donc, il me reste 2 ans. Donc, genre, le master, c'est en 2 ans, en fait. Mais si, par exemple, qu'on appelle, j'avais pour l'habitude, en fait, d'apprendre des choses. Et à un moment donné, j'ai fait juste un constat. Les formations en ligne qu'on cherche, donc les formations en ligne, vous allez voir souvent sur Udemy et autres, Udemy, Alform, Eleform, les plateformes de formation en ligne là. Les coûts, en fait, vous allez trouver que les coûts là-bas sont parfois autour de combien? Une formation, ils te disent la formation dure 2 heures. Ça dit c'est 2 heures de cours. Bon, c'est pas 2 heures de cours comme ça. Genre toute la formation enregistrée en vidéo là, ça fait 2 heures. Mais 2 heures, ça vous rappelle pas quelque chose. Le temps, ça ne vous rappelle pas quelque chose. Cette durée-là, ça ne vous rappelle pas quelque chose. 2 heures. C'est une question, hein. Donc, il y a besoin de réponse. Donc, j'ai constaté que les formations de Udemy ou autres, les vidéos là, souvent c'est 2 heures. De 2 heures. Maintenant, ce temps-là, 2 heures, ça ne vous rappelle rien dans votre quotidien? Peut-être 2 heures de cours, bien. 2 heures. C'est la durée de quoi? C'est la durée de quelque chose en tout cas. Oui, oui. On peut dire que c'est la durée d'un examen, c'est la durée du cours. Mais il y a quelque chose qu'on aime bien. Il y a quelque chose qu'on aime parfois, en tout cas, un truc, un divertissement, en tout cas, généralement, c'est autour de 2 heures. Un film. Voilà. Merci, Enoch. Donc, tu te rends compte que 2 heures, ça fait la durée d'un film. Tu te rends compte que ça fait la durée d'un film. Alors, moi, je me suis posé la question. J'ai dit, mais attends. En fait, on regarde les films pendant 2 heures. Donc, je dis, donc, les 2 heures que je prends, par exemple, pour regarder un film, en fait, ces 2 heures, je peux les utiliser pour apprendre une nouvelle compétence qui va rester en vie. Vous voyez un peu? Les mêmes 2 heures. Parce que si on vous dit que tu peux faire une formation en 2 heures, waouh! Bon, peut-être qu'on ne s'en rend pas compte, mais moi, je trouve que c'est incroyable. C'est extraordinaire parce que, oui, 2 heures du temps, on prend pour regarder un film. Et quand ce sont des séries, c'est la merde. C'est-à-dire, si c'est les séries, 45 minutes, 10 épisodes, on va voir ça comme 10 minutes. Donc, 3 heures, 4, 5 heures, 6 heures, 10 heures, on est prêt à regarder ça en fait. Pourtant, à la fin, ces séries, sincèrement, nous, à pas perdre notre temps ou bien nous distraire, ça ne nous apporte absolument rien. Donc, par exemple, ça, moi, quand j'ai compris, j'ai franchement commencé à profiter de moi. Donc, quand je veux me divertir, la première option, soit, c'est-à-dire, je suis vraiment dans un truc actif où je suis sur une formation, voilà, pour renforcer une compétence. Ça peut être du SQL que tu as déjà vu en classe, mais
Là, si tu vois une formation dessus, bien structurée en tout cas, tu vas dessus à fond. Ou parfois, tu es fatigué. C'est clair, parfois on est fatigué, on ne peut pas tout le temps. Maintenant, quand je suis fatigué, généralement, ce que je fais, c'est que pour mieux gérer toujours mon temps, je regarde plutôt soit une conférence ou en fait il n'y a pas de pratique. Donc ça peut être une conférence, ça peut être un documentaire, des trucs comme ça. Donc je peux par exemple un documentaire, par exemple sur l'IA. Ok. En ce moment, je suis vraiment je vais être dans un apprentissage passif hein, où j'écoute, ok, on parle de l'IA, les enjeux de l'IA. Donc déjà, mais ça va vous apporter des choses que vous pouvez utiliser pendant les débats, les discussions. Et quand ce n'est pas des documentaires, là, ce sont des conférences comme par exemple Devox ou bien Google DeFi. Souvent, les gens viennent présenter des technologies, des méthodes vraiment, des méthodes réelles qu'ils ont pratiquées en entreprise. Ils viennent présenter ça. Donc, on avait tel problème, on l'a résolu comme ça. Et toi, tu as accès à ces vidéos-là comme ça. Tu mets dessus. Tu es là, ok, tu fais rien, tu écoutes. Et je vous assure que vous allez vraiment profiter de votre temps. Et si vous arrivez vraiment à profiter de votre temps, je pense que vous serez inarrêtable. Alors, donc après la gestion de son temps, donc si on arrive à mieux gérer son temps, par exemple avec ces petites astuces, il y a aussi la participation aux travaux de groupe. Participer aux travaux de groupe. Peut-être que certains disent, mais déjà quand on est en classe, on le fait forcément, donc pourquoi parler de ça? Oui, quand on est en classe, on est censé le faire. Mais nous tous, on sait ici comment ça se passe pendant les travaux de groupe. Quand on dit que on met en place, on dit faites des groupes de 5. En réalité, on est d'accord que groupe de 5 là, si les gens ont trop travaillé, qui sont vraiment actifs, c'est 3 personnes au maximum dans le groupe. Et ça, les études qui l'ont vraiment montré, quoi. C'est vraiment 3 personnes qui sont vraiment impliquées. Sinon, vous allez voir qu'il y a 2 qui sont là, qui tirent au flanc. Ils ne vont pas correctement travailler. Mais c'est même pour ça qu'il y a certains qui n'aiment pas dépasser plus de 3 personnes par groupe quand ils veulent donner des travaux. Mais bref. Mais, donc, tout le monde ne participe pas parce qu'il y a certains, quand c'est là, comme je te dis, ah, mais comment il y a d'autres qui vont le faire. Ce qui est sûr, débrouille-toi, même si vous êtes 100. Même si vous êtes 100 dans le groupe, débrouille-toi pour être parmi les 3 là. Les 3 qui, les autres disent comment là, eux, ils vont faire. Voilà, vous pouvez être dans ce petit groupe. Et parce que en soi, ok, on a fait, comment on appelle, en soi, encore une fois, le but, ce n'est pas d'obtenir les meilleures notes. Le but, ce n'est pas les meilleures notes. Non. C'est vraiment un passage, c'est juste pour s'assurer que vous avez compris. Mais ce n'est pas le but. Donc, si lui, il se dit que vous allez faire l'exercice, d'accord, qu'est-ce qu'il aura dedans? C'est juste la note. 10 ou bien la 20. Ok, tout ce qu'il a, mais vous gagnez. Vous avez la compétence. Donc, en entreprise, si vous trouvez une situation, comment résoudre? C'est le plus important. Et en plus, ça vous avez eu la note. Alors que l'autre, lui, il a eu quoi? Il n'a eu que la note. Donc, quand je dis de participer aux travaux de groupe, mais participer réellement aux travaux qu'on va vous donner, qu'on va vous soumettre. Ne soyez pas du club des tirets de flanc. Et le dernier point pour toujours renforcer les acquis, c'est de travailler sur les projets personnels. OK? Toujours se créer des problèmes. En tout cas, quand on est à l'école, on n'a pas de problème. Hein. On n'a pas de problème à pas valider son diplôme. Donc, il faut se créer des problèmes. Comment on peut se créer des problèmes? N'hésitez pas. Vous avez vu le SQL. Mais pas te créer un projet. Ah, comment est-ce que je peux utiliser le SQL? C'est un vrai problème dans la vie. Ah non, mais si je décide de mettre, par exemple, une base de données en place pour faire ça, peut-être que ça va m'amener. N'hésite pas, mets-toi dedans, tu le fais, tu utilises ce qu'on appelle, tu utilises ce prix-là pour vraiment l'appliquer sur des projets que tu t'es donné. Okay? C'est pareil aussi, hein, si vous avez vu des modèles d'IA, n'hésitez pas à trouver des situations pour les mettre en pratique. Pareil,
Donc, que ce soit du Python, quel que soit en fait l'outil que vous avez appris, trouvez toujours un moyen de pratiquer ça de manière réelle. Bon, semi-réelle, ça veut dire, voilà, semi-réelle, c'est un projet personnel que vous-même vous aurez décidé de faire. Ok. Est-ce qu'il y a peut-être des questions sur cette partie avant qu'on continue? Pas de questions? Next. Ok. Bah, on va attendre la fin alors. Une Oui. question. Oui, par rapport aux techniques d'apprentissage actif, est-ce que vous avez des suggestions concrètes? Parce que c'est assez vague. Vous avez donné un exemple, mais comment exactement je vais faire? Parce que moi, actuellement, je suis en master 1 de data science. Ok. Vous l'avez compris? Mais tu avais coupé ton micro à la fin. Je pensais... Je disais que je suis actuellement en master 1 de data science. Donc, concernant les techniques d'apprentissage actif, là, est-ce qu'il y a des exemples concrets en fait qu'on pourrait utiliser? Ok. Les exemples, j'avais dit en fait que donc, bon, un cas par exemple, un cas, c'est pas, à supposer que tu es, comment on appelle, tu es appris peut-être à faire, comment on appelle, à utiliser des modèles de machine learning. Ok. Vous avez appris des modèles de machine learning. Au lieu de te poser des questions pour répondre, oui, comment un modèle est comme ça, il faut faire ça. Non, c'est résoudre des problèmes. Donc, actif, en fait, c'est vraiment de résoudre des problèmes. Et donc, un cas concret, si j'ai appris la régression. Si j'ai appris la régression, je sais que la régression, donc ça nous permet d'expliquer, bon, le but de la régression, soit c'est d'expliquer une variable, souvent ça me permet de faire de la prédiction de certaines valeurs. Ok, pourquoi je vais peut-être un dataset sur qu'on appelle les plateformes open data là, où il y a des données, peut-être, je sais pas, j'ai des données sur des fumeurs, ou bien, je sais pas, des données sur des fumeurs, ou bien des données sur qu'on appelle les coûts des denrées alimentaires, donc les coûts des denrées alimentaires. Et je me dis par exemple que je vais essayer d'expliquer ce prix-là. Je vais essayer, puisque le but de la régression, soit c'est d'expliquer une variable ou bien c'est de prédire. Donc, je vais essayer d'expliquer comment ce prix-là évolue. OK? Je vais chercher les données, je viens, je m'assois et les techniques qu'on a apprises, comment on fait la régression en classe, je les prends, je les applique dessus. Je les applique, je fais, je sors les résultats et je regarde. Ah oui, donc d'après mon modèle, le facteur, par exemple, je vois que la pluie, c'est-à-dire la quantité de pluie, par exemple, influence beaucoup le prix des denrées alimentaires. Je vois que le coût de l'essence influence beaucoup les denrées alimentaires, etc., etc. Ah, d'accord. Du coup, donc, par rapport aussi donc, à la réalité même du terrain, tu es sûr quelque part que donc ton modèle vraiment il marche bien parce que ça reflète vraiment la réalité. Maintenant, il peut arriver aussi que ce que tu as eu comme résultat, bon, c'est peut-être carrément à côté. Bah, tu sais au moins que ton modèle, ça n'a pas marché. Donc, il faut que je cesse à améliorer. Souvent, c'est même pas ton modèle qui a un problème, mais peut-être que tel que tu as utilisé des variables, ça, ouais, tu as mal utilisé des trucs. Donc, ça va t'emmener à venir chercher encore comment est-ce que tu peux améliorer les résultats de ton modèle. Peut-être que c'est des choses que vous avez vues en classe de manière superficielle, mais là, ça va t'emmener à vraiment aller chercher. Peut-être que le dit oui, lorsque vous modèlez que le résultat n'est pas bon, vous pouvez utiliser telle technique, je sais pas, les techniques qu'on appelle pour améliorer les modèles là. Vous pouvez utiliser par exemple ce qu'on appelle les ensembles learning. Là. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça, mais où on peut faire du bagging, les random forest, c'est-à-dire associer plusieurs des trucs comme ça, comment tu peux faire les associer pour avoir des résultats plus robustes. Mais dès que tu commences à être réel comme ça, c'est des choses qui vont revenir. Parce que le modèle cas-école là,
Ça ne marche que sur les données cas école. Mais là, tu suis des données réelles. Là, tu suis des données réelles. Du coup, ça ne va pas marcher du premier coup. Mais comment tu vas faire pour que ça marche? C'est toi qui vas commencer à réfléchir. Ah non, ouais, la variable que j'ai ici, là, il faut que je la codifie de cette façon-là. Il faut que la variable qui est ici, cette information, je ne l'ai pas, mais je peux l'obtenir à partir d'ici, etc., etc., ainsi de suite. Donc, c'est le fait de prendre par la résolution de problèmes ou par des simulations ou bien par des jeux. C'est bon, Enoch? Oui, oui, c'est bon. Oui. Ok. Quelqu'un d'autre ou on avance? Ok. En tout cas, n'hésitez pas, hein. Bah, moi, je préfère quand c'est interactif. Donc, le deuxième point, on avait dit c'était quoi? Prendre de l'avance. Ok? De l'avance. Prendre de l'avance. Prendre de l'avance. Prendre de l'avance sur qui? En tout cas, ici, c'est pas sur vos condisciples, hein. Mais bon, oui, ça peut être aussi. Donc, prendre de l'avance sur les réalités de l'entreprise. Et comment? Par la montée en compétence sur les outils en vogue. D'accord. Donc, il faut prendre de la sur les, qu'on appelle, par la montée en compétence sur les outils en vogue. Donc, là, déjà, pourquoi est-ce que c'est important? Parce que, je ne sais pas pour vous, mais moi, quand j'étais à l'école, j'avais peur de l'entreprise. Encore une fois, j'avais très peur. J'avais très peur de l'entreprise. Donc, ce qui veut dire peut-être que je n'étais pas serein, c'est ça? Ok, oui, je n'étais pas serein. Parce que je voulais être, c'est-à-dire ce que je voulais, c'est que quand je suis en entreprise, il faut que je sois opérationnel, il faut que je sois capable. Parce que là, ce n'est plus des histoires de, oui, on donne les données du clic, ouais, il faut prédire survivant ou mort. Là-bas, là, tu vas les prédire survivant ou mort, là, c'est la vraie vie. C'est milliards, ce sont les milliards de gens qui sont dedans. Du coup, si tu fais une gaffe, qu'est-ce qui va se passer? Ce sont des pertes énormes. Ce sont des pertes énormes. Donc là, tu ne peux pas te permettre, en fait, de faire les erreurs que tu fais en classe. Et là, moi, ça faisait peur. Il y a des amis par exemple, qui, eux, ils disaient comme ça, non, en entreprise, là, c'est facile. Ah, c'est l'école qui a dû, faut valider en partie. Bon, et dit, en tout cas, c'est l'entreprise que j'ai. Parce que là-bas, ce n'est pas du jeu. Et puis, c'est sûr que quand tu seras là-bas, mais on parle de ton salaire, on parle de ton salaire. C'est-à-dire que si tu, ce n'est pas une question. À l'école, on nous motive à bosser souvent, peut-être que ce sont les notes. Mais en soi, si tu ne vas pas mourir. Tu coupé, on va dire, les vies pour ça. Mais on te renvoie. Et tu te retrouves au chômage. Et tu te retrouves au chômage. Quelqu'un qui travaillait déjà et puis toi, tu te retrouves au chômage, bon, ok. Ce que quand tu es grand là, tu vas nous dire en fait qui va te nourrir. Donc, c'est vraiment ta vie qui en dépend. Les enfants, bah, c'est tout ça en fait ça dépend de ton travail. Eux, leur vie, ça dépend de ton travail. Donc, ce n'est pas les mêmes réalités. La pression, c'est pas pareil. Donc, moi, je voulais être vraiment prêt pour ce monde-là. Et pour ça, donc, en tout cas, la première technique que j'utilisais, bon, la première chose que je faisais d'abord, c'était d'identifier les compétences cherchées par les entreprises. Mais comment est-ce qu'on peut identifier ces compétences-là? Par exemple, je partais sur LinkedIn. Ah ouais, quelqu'un a mon prénom, Kimba. Ah ouais. Je D'accord. pense que vous aurez l'occasion de vous connaître, hein. Oui, oui. C'est très rare. Ouais. En Côte d'Ivoire, on n'en trouve pas, hein. Mais bon, je pense qu'on en trouve un peu. Ok, donc, voilà. Donc identifier comment on appelle, les compétences les plus recherchées. Et moi, pour ça, qu'est-ce que je faisais? Je partais sur LinkedIn, je regardais les offres d'emploi. Donc, par rapport au métier que je veux faire. Donc, vous êtes en data science, donc tu vas sur LinkedIn, tu regardes les offres des entreprises. Vous allez remarquer en fait que il y a des compétences souvent qui reviennent. Par exemple, ils vont te dire, je sais pas, en data science, ils vont te dire, il faut Python,
Python, Python, Python, Python, Python, Python, SQL, Python, SQL, Python, SQL. Tu vois, par exemple, que Python, SQL, c'est des choses, en fait, euh, qui viennent beaucoup. Ah bon? Donc, Python, SQL, tu vois que ça revient beaucoup. Et là, qu'est-ce que tu fais? Python, SQL, c'est vrai que vous avez déjà fait en classe. Moi, c'est ce que je me disais. C'est vrai que j'ai déjà fait Python, SQL en classe. Ça veut dire que je ne dois pas m'arrêter, en fait, à ça seulement. Il faut que j'aille sur des cas concrets qu'on pourra avoir en entreprise. Donc, il faut renforcer les compétences que tu aurais identifiées, les plus recherchées. Donc, il faut les renforcer. Ceux qui sont déjà dans le cursus, il faut les renforcer. Par contre, il y a d'autres que vous n'allez pas trouver dans votre cursus. OK? Par exemple, peut-être que vous n'avez pas vu, vous avez remarqué que les gens demandent beaucoup Git, Git, GitHub, Git, Git, GitHub, Git, GitHub. Ah, OK, on demande ça. Ou bien les gens parlent de, hop, excusez-moi. Hop, hop, hop. Chargeur. Donc, vous voyez, on demande par exemple Git, GitHub, Git, Git. Ça, vous n'avez pas forcément fait en classe. Ah, mais ça arrive beaucoup. Donc, il faut que j'apprenne Git, GitHub. Peut-être que vous allez remarquer, à un moment donné, les gars parlent du CI/CD. Non, il faut avoir compétence en CI/CD. Il faut avoir, par exemple, déploiement automatisé des modèles. Pourtant, en classe, toi, tu n'as pas vu, en fait. En classe, vous ne voyez pas ça. Ce n'est même pas dans votre curriculum. Donc, comment tu fais? Ces compétences-là, il faut les apprendre. Ces compétences, il faut les apprendre. Il faut les apprendre. OK? Et c'est comment on appelle, va vous permettre en fait d'être plus à l'aise parce que c'est jamais pareil quand tu viens et puis on dit OK, bon, bienvenue dans notre entreprise. Voilà, nous ici, voilà, on fait, comment on appelle, on utilise MLOps, on fait ça, on utilise CI/CD. Mais si ce sont des thèmes que tu connais déjà, même si tu es un stagiaire, même si tu es un stagiaire qui n'a pas forcément pratiqué ça de manière. Le fait que tu connais déjà mais tu es serein en fait, tu n'as pas peur. Tu n'as pas peur. Contrairement à celui qui est venu, quand on lui parle du CICD, dès le premier jour, on dit oui, bon, ok, donc ici, on doit faire ça, on doit faire code review, on doit faire donc des pipelines automatisés, tu dois maîtriser YAML, tu dois faire ça. Mais tu viens dès le premier jour te raconter des trucs comme ça. Tu as l'impression que non, les deux années que tu as à l'école, c'était pour rien. Et toi, tu peux te rattraper, mais ça va te mettre une pression. OK? Parce que déjà là, ils vont paniquer. J'en ai vu qui ont parce qu'ils sont arrivés. Tous ceux dont on parlait, ils se sont dit que non, ils sont allés faire la formation de manière ado parce qu'on parle de rien qu'on a vu en classe. Ils n'ont travaillé sur rien de tout ce qu'on a vu en classe. Eux n'ont pas travaillé dessus. Vous voyez? Donc, voilà, il est important. Donc, LinkedIn, vous avez aussi d'autres plateformes n'hésitez pas à regarder, allez voir les compétences qui sont les plus demandées et vous profitez. Allez, vous apprenez ça. Et après ça, maintenant, quand vous de renforcer ces compétences, vous avez appris de nouvelles compétences, n'hésitez pas encore une fois, pratiquer ces compétences. Pratiquez-les à travers de projets réels quand vous pouvez. Pratiquer aussi pour être sûr. Parce que quelqu'un qui a mis en place quand même une pipeline CI/CD ou bien déploiement automatisé d'un modèle, même si c'est un exemple de classe, même si c'est un exemple de classe que le gars il a pu faire ça. Si le jour il arrive en entreprise, ce qu'on lui demande de faire, il a au moins un projet de base. Il sait comment déjà il se projet, il sait comment il peut organiser. Il a déjà un point de départ, contrairement à ceux qui n'a jamais fait, qui doit aller apprendre encore à zéro. OK? Donc, voilà, pour cette partie, comment est-ce que vous pouvez essayer de prendre de l'avance? Est-ce qu'il y a des questions? Alors, merci beaucoup, Monsieur Kimba, pour votre présentation sur comment prendre de l'avance. La question qui est venue tout de suite, c'est comment je peux faire pour me mettre à jour, pour me
parfum des nouvelles tendances en data science, par exemple. Si il y a une nouvelle façon de prendre un modèle ou bien un nouveau modèle qui vient, quels sont les canaux par lesquels je peux aller rapidement à l'information? Ok. Donc, déjà, en fait, les canaux, il n'y en a pas 1000, hein. Il n'y en a pas 1000. Ok. Sur LinkedIn, déjà, tu as plusieurs, qu'on appelle les articles dessus. OK? Les articles. Maintenant, il y a aussi des newsletters. Voilà. Donc, il y a des sites, il y a des sites qui font plein d'articles comme ça. Je vois le nom des sites comme ça. Et je sais pas si Big Data.fr, par exemple. Bigdata.fr. Ça, vous allez trouver de nouveaux là-bas. En tout cas, sur les thématiques nouvelles. Ça, c'est un site que moi, j'utilisais beaucoup. Beaucoup. Bon, j'utilisais beaucoup, en tout cas, quand j'étais à l'école, toujours pour m'informer, en fait, de ces là. Il y a plein d'autres sites comme ça, hein, bon, pas souvent les noms directement en tête. Mais il y a d'autres aussi abonnés qui, voilà, ils t'envoient régulièrement, comment on appelle, ils t'envoient. Donc, c'est ça, les newsletters qui vont, voilà, pour ces sites, ils vont t'envoyer directement des articles dessus. Il y a, par exemple, un site, bon, eux, Kernis, c'est une entreprise, Kernis, par exemple, eux, ils, à chaque fois qu'ils travaillent sur un projet innovant, des trucs comme ça, ils font des articles sur qu'on appelle les outils qu'ils utilisent, voilà, les approches, les concepts, ils font des trucs comme ça. Ceux-là, j'étais régulièrement sur les sites pour aller regarder. Ils ont plus de 20 années d'expérience, en fait, dans ce domaine-là. Ils ont plus de 20 années d'expérience. Donc, quand je vais regarder, ils disent qu'ils ont fait telle chose de telle façon. Bah, ça veut dire que c'est quelque chose qui est vérifié. Bah, je mets ça, quoi. Et donc, je me sers de leurs 20 années d'expérience là. Voilà, j'ajoute ça sur moi. Donc, ça devient 2 mois et demi. Mais bon, mais en réalité, tu es déjà prêt, en fait, à utiliser des techniques très récentes. OK? Aussi, donc, en tout cas, aujourd'hui, beaucoup d'entreprises spécialisées en data ont des blogs comme ça, donc sur les blogs ou pardon, ces entreprises ont des blogs où elles vont venir publier des articles sur les travaux, etc. Donc là, vous trouvez énormément. OK? Donc, au-delà de LinkedIn, vous avez ces canaux-là. Donc, j'ai donné quelques sites. Bon, je sais que Data 354 des enfants, Kernis, qu'on appelle dans LinkedIn, vous allez en trouver. Et sur les blogs même de LinkedIn, vous allez aussi en trouver énormément. Mais au-delà de ça, il y a plein d'autres sites, comme je l'ai dit, Big Data. Je peux vous trouver une liste après que je peux vous transmettre parce que bon, je suis toujours abonné à ces sites-là. Et je peux vous transmettre le lien plus tard. Voilà. Et vous allez trouver énormément de sujets là-dessus. Moi, en tout cas, celui que j'ai le plus utilisé, c'était bigdata.fr. Merci beaucoup. Donc, voilà. Généralement, bon, bigdata.fr, par exemple, les thématiques là-bas, c'est pas. Ils essaient de faire pour tout le monde, en fait. Donc, en gros, que tu sois technique ou non technique, tu peux comprendre. Donc, pour un débutant, vous ne serez pas trop perdu parce qu'ils utilisent des thèmes simples. Voilà. Et moi, c'est ce que j'utilisais pour comprendre. OK? Je vais profiter par la même occasion en même temps pour ajouter un truc là. Donc, et puis pour apprendre ces compétences, peut-être que je ne l'ai pas mis ici. Donc, moi, j'avais une étape. Donc, ça, je n'ai pas mis, mais OK, je vous prie de le. C'est que j'ai 2 fois à apprendre. OK? Bon, différentes étapes pardon, différentes étapes pour apprendre. Quand je suis face à une compétence qui est vraiment totalement, je dis totalement nouvelle pour moi. Par exemple, vous êtes allé, on vient vous parler de Docker. Vous n'avez jamais entendu parler de ça, même petite école. Quand c'est une compétence comme ça, moi, je ne veux pas toujours, en fait, quand j'ai fini d'identifier les compétences, là, tout ça, quand je veux apprendre maintenant, je ne veux pas regarder, en fait, des articles sur la compétence en question. Je commence peut-être par donc bigdata.fr ou bien bigdata.fr ou bien Wikipédia où je mets Docker, seulement Docker. OK? Docker, tu regardes. Souvent, vous pouvez être un genre Docker pour les nuls, des trucs comme ça. Mais le but, c'est
tu vas venir lire la compétence. Genre, tu vas lire dessus. Ils vont te dire, oui, Docker est une plateforme open source écrite en Go, ben, je sais pas quoi. Ça permet de faire de la containerisation. Voilà, voilà. C'est quoi la containerisation? C'est la façon de la virtualisation, mais cette fois-ci applicative. En fait, tout ça, c'est détaillé, mais avec des thèmes que vous pouvez comprendre, parce qu'ils vont utiliser des thèmes en fonction de votre situation. On se dit que quelqu'un qui ne connaît rien dedans, donc vous allez essayer de prendre de manière théorique, c'est quoi. Okay? Donc, moi, c'est comme ça que je procède. Et je comprends c'est quoi. Ah, d'accord, donc c'est ça. Ok, ok. Et à su que ces articles, c'est que ça va renforcer l'amour en fait comment on appelle, de cette technologie-là dans votre cœur. Ça va renforcer l'amour. Parce que quand vous commencez à quelqu'un on dit, ah oui, ça permet telle chose, telle chose, telle chose, telle chose. Ah, c'est oublié parce que c'est voilà, pour les amoureux de la technologie. Tu dis, ah, mais tu t'imagines donc si on va faire ça. Ah, ok, bien. Fini de lire, tranquille. Ok, quelques temps. Tu reviens encore, tu relis dessus au fur et à mesure. Et après, maintenant, tu commences à aller maintenant technique. Quand tu as fini de faire ça, à un moment donné, tu es convaincu que cette technologie, il faut que je l'apprenne. Et à partir de ce moment, paf, tu peux aller chercher des cours, soit ça peut être des cours sur YouTube, ça peut être des MOOC, ça peut être, comment on appelle, des formations sur, qu'on appelle, sur Udemy ou bien Eleform, Alform, ces plateformes de formation en ligne là. Et tu vas chercher maintenant, tu viens, prends ta chose, tu fais des projets dessus et tu seras maintenant complet. OK? Mais parfois, il y a des sujets, par contre, que, voilà, peut-être, dès le départ, vous en sortez un peu. Hein. Peut-être que on vient parler on dit non, SQL, bien, tu peux aller directement sur des articles dessus, vraiment techniques, où tu n'as pas besoin forcément de passer par des choses pour aller te convaincre encore, puisque tu connais déjà la compétence là, tu veux renforcer. Donc, tu peux passer directement. Et si vous partez sur des formations pratiques que vous n'arrivez pas, ou bien des cours écrits, ou bien des mots que vous ne pouvez pas, n'hésitez pas à revenir vers les vidéos. Vous revenez vers les vidéos, ok? Vous revenez vers les vidéos pour regarder des vidéos YouTube où des gars font des cas concrets, ils font des exemples comme ça que tu as vu. Et tout ce qu'il fait, tu le fais, ok? Même s'il écrit, il dit nous allons, nous allons déclarer une fonction test en Java, pardon, en Python. Toi, tu savais faire déjà ça, non? Ah, non, mais oh, ça, c'est trop basique. Non, non, non. Il a écrit dev test. Il faut regarder. Il a écrit dev. Tu regardes, tu écris dev là aussi. Test, test. Il a regardé, il a mis parenthèse. Il a dit, tu fais test seulement ce qu'il fait. OK? Parce que tout ça, ça te permet de pratiquer. Et je vous assure qu'en faisant ça, en faisant tout le temps, même il y a des choses que souvent, tu peux prendre après, tu peux reprendre d'autres formations ou bien tu regardes des thématiques qui reviennent dedans que tu as déjà vues. N'hésite pas à le faire. Reprends. Parce qu'à la fin, ce qui va se passer, c'est que tellement que tu as fait, si on te parle de ça, tu es tranquille. Tu es tranquille et tu seras capable comment on appelle, comment on appelle, qu'on appelle de toujours t'en sortir, de pouvoir, qu'on appelle, trouver des solutions. OK? OK. Ah, quelqu'un me dit que le site est inaccessible, c'est ça? Et il y a là, c'est le bigdata.fr. Je vais l'envoyer dans le truc là. Voilà. C'est bon? Top. Ok, donc, voilà. Donc, je vais récapituler pour cette partie. Donc, il faut identifier les compétences, donc, qui sont très recherchées. Ces compétences, il faut passer par LinkedIn, aller regarder les offres d'emploi ou bien taper d'autres plateformes, mais en tout cas, les offres d'emploi. Deuxième, quand vous avez identifié ces compétences, celles que vous connaissez déjà, qui sont déjà dans votre parcours, vous les renforcez. OK, donc, comment on renforce? On a déjà vu comment on renforce les acquis. Donc, participer au qu'on appelle utiliser les méthodes d'apprentissage actifs, en tout cas, des projets personnels dessus, des choses. Donc, ça, déjà, on sait comment on le fait. Ensuite, pour les nouvelles compétences que vous aurez, que ce ne soit pas dans votre cours,
il faut les apprendre, il faut monter en compétence sur ces différents outils-là. Et pour le faire, comment on procède? Plusieurs techniques. Vous passez par des vidéos, des techniques, mais généralement, il faut que vous puissiez créer d'abord, et c'est ce qui est très important, il faut que vous puissiez créer, l'envie, bien l'amour en fait de cet outil-là dans votre cœur. Et pour ça, lisez des articles dessus. Quand on va vous parler de ces bienfaits-là, ah non, là, vos yeux vont commencer à briller. Et la seule chose que vous aurez envie de faire, c'est d'apprendre. Et n'hésitez pas, vous apprenez. Voilà. Et ensuite, à pratiquer aussi. Quand vous avez fini d'apprendre, c'est pas tout, c'est pas fini. Il faut pratiquer en fait ça. Le dernier point peut-être ici, c'est que il faut aussi, comment on dit ça? Il peut arriver aussi parfois que il y a des compétences que vous voyez, ou il y a des outils que vous voyez. Ces outils-là, les entreprises ne demandent pas. Peut-être que c'est pas les outils qui reviennent forcément le plus dans les offres d'emploi. Ok, c'est pas les compétences qui reviennent forcément le plus dans les offres d'emploi, mais ça vous plaît. Genre, quand vous êtes, ça arrive, hein, on est tous comme ça, tu es là, et puis quand on parle par exemple de peut-être containerisation, peut-être terme, quand on dit containerisation, on dit virtualisation, hyperviseur, hyperviseur, des trucs comme ça. Peut-être que juste le nom, ça te plaît. Ok? Peut-être que juste le nom, ça te plaît. Si pas juste le nom, ça te plaît, n'hésite pas, va apprendre. Faut pas te dire que non, ou bien on parle de JavaScript, on dit JavaScript est comme ça, ou bien on dit tel langage est comme ça, Scala est comme ça, ou bien Java est comme ça. Mais toi, ça crée une certaine curiosité en toi que n'hésite pas, faut apprendre. Même si on dit que non, tu ne pas dans ton domaine, là, va apprendre. Aucune compétence ne pourrit. Tu apprends, tu connais ta chose, ça fait partie de toi, ça ne va pas pourrir. Okay? Et prochainement, un jour, vous verrez que peut-être l'entreprise, et ça va vous permettre de vous démarquer des autres. Alors, donc, ça, c'était pour donc, comment on pouvait, qu'on appelle, prendre de l'avance. OK? Et maintenant, c'est comment se démarquer. Allez, comment on va se démarquer de ses condisciples. Donc, pour se démarquer de ses condisciples, bon, c'est pas parce que c'est la concurrence, non, c'est pas ça. Mais évitons de faire comme tout le monde. Sinon, on va venir créer des engagements et puis bon. Parce que c'est de toutes les façons, quand on parle sur de l'emploi, on veut les. Donc, c'est la même chose là. Il faut qu'on trouve un critère pour vous démarquer. Donc, pour ça, en fait, dès le départ, dès l'école, je vous conseille en fait de commencer en fait à vous fixer en fait un profil de carrière. À vous fixer un profil de carrière. Tu fais un truc en data science, tu fais peut-être un master en data science, possibilité de faire data engineering, des choses. Mais il ne faut pas, en gros, parfois c'est généraliste, hein. Mais toi, depuis là, souvent c'est pas forcément aisé, hein, j'avoue. Tout le monde n'arrive pas forcément à prendre cette décision rapidement. Mais n'hésitez pas, vous regardez, parce que peut-être que quand tu as regardé les offres d'emploi dans le domaine de la data, c'est peut-être data engineer qui revient le plus, ou bien c'est machine learning engineer qui revient le plus. Voilà. Moi, c'est clair que quand je vois ça, je vais dire, ah, mais je vais chercher à renforcer ça. Mais parfois, tu peux prendre la décision aussi de te spécialiser dans quelque chose parce que peut-être, soit c'est un profil rare, parce que peut-être il n'y en a pas beaucoup, les offres sont énormes, etc., etc., des choses comme ça. OK? Donc là, il faut commencer à se définir un profil de carrière école. OK? Et quand vous avez défini ce profil de carrière-là, vous faites tout maintenant pour aller un peu dans ce sens. Ce n'est pas que vous allez négliger les autres matières, parce que de toute façon, si vous ne faites pas les autres matières, vous n'allez pas passer. Mais pour ces trucs-là, il faut que vous soyez vraiment au top, 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 top. OK? Donc là encore pour mon expérience, sur moi, donc dans ma classe, on était autour de 27 personnes. 27 personnes. Moi, le but c'était à faire de data science. Bon, c'est toujours buzzword, mais maintenant, un peu, mais avant, je vais dire franchement, data scientist, data scientist. Donc, vu que tout le monde veut être data scientist, c'est le métier le plus sexy, ça paye bien, c'est ceci. Bah, tout le monde et puis vous faites une formation comme ça, donc ça veut dire que tout le monde va être data scientist. Et moi, je me posais la question, je dis, mais déjà, tout le monde veut être data scientist. Et mais quand je parlais sur LinkedIn, je voyais qu'il y avait tellement énormément de profils où les gens mettent data scientist, data scientist.
Donc, quelqu'un même qui ne fait que Excel, hein, voilà. Les statisticiens qui sont ici, ne vous fâchez pas, mais bon, le gars, il a juste fait de la statistique, ok? Il a juste fait de la statistique, et puis bon, lui aussi, il va venir mettre qu'il est data scientist. Pourtant, statistique, data science, oui, mais quand même, il y a d'autres choses à ajouter, en fait, c'est pas comme ça. Mais, ok, tout le monde met qu'il est data scientist. Même des gens qui ont fait, comme on dit que pour être data scientist aussi, il faut faire, il faut avoir des compétences en programmation. Certains aussi qui ont fait, par exemple, des écoles d'informatique, etc., eux aussi, ils viennent mettre qu'ils sont data scientists. Parce que peut-être il a pris 2 ou 3 net, il a entraîné ou bien il a regardé un tutoriel, il a fait dessus. Il met qu'il est data scientist. Et ça, c'est digne. Donc, moi, j'ai commencé à voir cela. J'ai dit, mais attends, les gars se permettent. Ils se permettent en fait d'usurper ce titre. Mais comment? Donc, la question que je me suis posée, c'est comment usurper ça facilement? Souvent, ils sont dans une entreprise, mais ils mettent qu'ils sont data scientists. Il dit, mais comment une entreprise peut accepter que lui, elle est data scientist? Il a appris ces compétences-là où? OK? Et c'est là qu'on se rend compte que les entreprises ne savent pas en fait c'est quoi être data scientist. Les entreprises ne savent pas c'est quoi les data scientists. Donc, eux ne savent pas c'est quoi les data scientists. Mais le gars, il est venu, il s'est présenté, il dit qu'il est data scientist. D'accord. Ah, vous êtes data scientist, oui. Et puis, il a un tableau de bord, Excel ou bien, je ne sais pas, Power BI, un truc qui s'actualise seul. Quand ils ont vu ça, on dit, wow, c'est le gars le plus fort au monde, en fait. Voilà. Franchement, il est fort, il nous a permis de faire ça. Parce qu'eux, ils sont peut-être toujours dans Excel. Et puis, le gars vient faire un truc automatisé comme ça. Ils sont émerveillés. Qui va dire qu'il n'est pas bon? Vous allez voir les loups témoignages maintenant sur son profil. Ah, comment on appelle un data scientist exemple. Quand on voit ça, on va dire que lui aussi, il est scientist. Et ces entreprises, quand quelqu'un va venir se présenter en tant que data scientist, mais ça devient le critère de base. Et ça, c'est quelque chose que bon, j'ai connu un peu. Je connais une entreprise, je ne vais pas dire le nom, qui en fait, qui a un poste. Ils disent qu'en fait, l'intitulé du poste est Data Architect. Data Architect. Data Architect. Pourtant, le contenu, c'est quoi? C'est pour concevoir mettre en place des tables. Mettre en place des tables. Hein? Donc, mettre en place des tables, faire des analyses. Et ça, ils appellent ça Data Architect. Le gars aussi, il va mettre sur LinkedIn, oui, il est Data Architect dans une entreprise comme ça. Vous voulez quoi? Bah, il est data architecte. Il est data architecte. Donc, vu, en fait, moi, quand j'ai vu cette histoire d'usurpation des titres, je me suis déjà dit, bon, data scientist, c'est trop facile de voler. Donc, moi, je vais fouiller encore cette affaire-là. Et après, quand j'ai commencé à fouiller, j'ai vu qu'il y avait énormément d'offres en data engineering. Et surtout quand à l'école, il y a beaucoup qui ne s'intéressaient pas à ça. J'ai dit, ah, mais c'est que finalement, il y aura pénurie, en fait, dans ce domaine-là. Et moi, je me suis mis, en fait, à me focaliser plus sur ça, en fait, sur tout ce qui était data engineering, apprendre les outils. Qu'on fasse ces outils en classe ou pas, moi, ce n'était pas mon problème. J'apprenais. Et je vous dis que ça m'a permis vraiment de me démarquer. Parce que, ok, je vais répondre à ta question. Donc, ça m'a permis de me démarquer parce que rapidement, dès même pour les stages, là, moi, j'avais déjà plusieurs stages, j'avais plusieurs propositions et sans forcer. Et quand je postulais pour lesquels je postulais, les autres ne postulaient pas. Parce que quand ils voient déjà la description, on dit oui, on veut quelqu'un qui a genre, tel niveau en Python, architecture, il doit être comme ça, il doit être fort dans tel truc, Java, des choses que bon, les autres ne voulaient pas. Les choses que les autres ne voulaient pas. Parler d'apprendre et approfondir les concepts et outils importants qui font peur aux autres. Des choses que les autres ne voulaient pas. Donc, moi aussi, je profitais en fait. Et comme j'avais sélectionné des choses que moi j'aimais bien et que j'avais déjà appris, du coup, je me suis retrouvé avec plein d'offres. Et qu'est-ce que je fais là? Donc, je peux choisir ce que je veux. Donc, de me démarquer. Parce que je suis allé sur des compétences que je ne pas forcément. OK? Sinon, si vous faites tout autre, à la fin, vous faites les mêmes choses et puis les gens vont se baser sur d'autres critères pour vous.
Comme maintenant, peut-être que en classe, tu n'es pas le premier de classe, demander peut-être au directeur là-bas, non, c'est le premier de la classe. Ils vont le prendre, ils vont te laisser. Pourtant, peut-être que tu es plus compétent que lui. Vous voyez un peu. Donc, quand c'est comme ça, quand tu sais que tu n'es pas fort à l'école, là, comme moi, tu te débrouilles. En tout cas, apprendre des choses pointues quand on te demande dessus. Si on te demande Python, est-ce que tu connais? Quand tu dis que tu connais là, c'est que tu connais. OK? Donc, là, quand même quelques techniques que moi que j'ai employées. Aussi, donc, pour approfondir tout ça, je participais aussi au projet bénévolat à Hackathon. Donc, les projets qu'on appelle les bénévolats et autres, là, n'hésitez pas. Parfois, en fait, quand on est à l'école, disons projet personnel. Projet personnel, c'est pas en fait de trouver un projet réel, soit non. Ça sera toujours un examen, tu vas te donner. Il y a des projets, il y a des projets, il y a des projets qu'on appelle de bénévolat qui existent. Et dans la data, je vous conseille par exemple DataFood, data.fr. En fait, c'est une grande communauté ici en France qui, où tu vas trouver, les gens viennent. Donc chaque année, ils mettent des gens en compétition. Chacun vient avec son projet. Donc les gens vont venir déjà avec des projets. OK? Et ce sont des projets réels. Hein. Donc, par exemple, ils vont dire, je sais pas, un projet pour faire tel truc. Mais ce sont des projets réels. Seulement qu'on ne gagne pas l'argent dedans. Voilà. Donc, l'argent, déjà, on oublie. Il n'y a pas l'argent dedans après, il va rien. Donc, comme il n'y a pas d'argent, ils viennent, on les met en compétition. Donc, je crois que les 3 meilleurs projets après, c'était de pousser vers les organismes qui peuvent financer. Voilà, voilà, en tout cas. C'est un truc comme ça qu'ils font. Donc, la plateforme, tu viens, les gens vont venir avec leur projet. Quand tu vois un projet qui t'intéresse, je vais vous envoyer le lien après. Quand tu vois un projet qui t'intéresse, toi, qu'est-ce que tu fais? Bah, tu postules, en gros, tu envoies un message au responsable parce que souvent, mais les gens même viennent chez les compétents. Ils vont dire, ah, nous avons un projet sur la question, par exemple, de ceux dans l'air. Et je vous dis, ce sont des projets comme ça, hein. Data for good. Donc, data vraiment pour le bien. Donc, des trucs vraiment, en tout cas, hardcore, quoi. Et tu vois ça et tu dis, on a besoin de quelqu'un à UX. Donc, on a besoin d'une compétence en UX. Ou bien on a besoin de quelqu'un qui a des compétences en Java, des compétences en Python, en analyse de données, en ceci. Et quand tu vois, si ça t'intéresse, tu leur envoies un message. Ah, vraiment, moi, je suis intéressé. On ne paye pas l'argent. Tu rentres. On te met dans le groupe. Et pendant les réunions, tu vas participer. Ils vont te donner des tâches réelles. Donc, tu auras des tâches réelles sur lesquelles tu vas bosser. Et moi, franchement, j'étais à l'école et je participais à des trucs comme ça. Déjà, mais je me permets de mettre sur mon CV parce que, OK, c'est quelque chose que j'ai fait effectivement. Et puis, ces gars, si après on vous demande, si on te demande des référents, tu peux même les mettre référents en fait. Tu peux même les mettre comme référents. Et moi, donc, ça m'a permis de travailler sur des projets ici en France alors que j'étais encore en Côte d'Ivoire. Donc, j'ai travaillé sur des projets ici en France alors que j'étais encore en Côte d'Ivoire. Et ça sur mon CV, ça sur ton CV, par rapport à ton ami, vous êtes dans la même classe et puis toi, on regarde vos CV, on dit non, toi, tu as travaillé sur un projet en France. Et puis, tu es capable de mettre quelqu'un en référence, on a son numéro, tout ça, on peut l'appeler pour lui demander si c'est vrai ou bien c'est faux. Est-ce que vous faites les mêmes choses? On est sûr que non. Vous ne pouvez pas être la même chose. Donc, je participe à ça. Si, dans ces après, si votre projet, à la fin de l'année, si votre projet marche, on peut, voilà, ça peut vous ouvrir d'autres portes. Je vous assure que ça peut vous ouvrir d'autres portes. Mais moi, en participant à ce projet, ce que j'ai surtout appris, ça a complètement façonné ça a complètement façonné ma manière de travailler. Complètement. Parce que quand tu es à l'école et que quand tu fais des trucs en Python et autres, tu n'as pas les soucis de clean code, genre je dois avoir des codes propres, les tests, tout ce qui t'intéresse. On a donné des données, voilà ce que tu fais pour sortir, il faut écrire, c'est tout. Mais alors que dans le monde réel, et que ces projets sont dans le monde réel, vous avez quoi? Et puis vous avez des experts en fait qui viennent dedans, des gens même, eux, ils ne sont pas venus pour apprendre, hein. Ils sont forts. Je vous dis, ils sont forts.
ils sont forts même, et puis ils viennent participer à ces projets-là. Et quand tu te retrouves avec ces gars, moi, je me rappelle que ma première tâche qu'ils m'ont donnée, je pensais que j'étais fort, hein. Mais la première tâche qu'on m'a donnée, rapidement, j'ai résolu le problème. Ils étaient contents. On dit maintenant, OK, il n'y a pas de problème. Donc, il faut pousser en fait le code que tu viens de faire. Pousse. Envoie ça, tu fais une pull request, on va vérifier, on va faire la revue de code. Mais je vous dis que pour cette partie, pour pousser mon code maintenant là, c'est-à-dire ce qu'on m'a demandé de faire, j'ai pu le faire. Donc, j'ai pu créer, comment on appelle, la fonction pour pouvoir pousser sur le repo Git. Ça ne. En fait, j'ai passé en fait des jours, je n'ai pas pu. Pourquoi? Parce que dans le projet, il y avait des règles. Donc, avec les histoires de linter ou donc de clean code, ils avaient plein de règles. Donc, il fallait respecter. Il y avait des règles pour nommer comment on appelle, les variables. Ils utilisaient aussi en fait un truc. Peut-être qu'après, on va en parler. Mais il y avait plein de choses comme ça qui étaient là. Il y avait des règles. Donc, si ton code ne respectait pas ces exigences-là, tu ne peux pas pousser. Chaque fois quand je poussais, ça ne pas. Et puis je reprends, je pousse. Il dit non, non, il faut suivre les règles. Donc ça m'a obligé, c'est-à-dire ça m'a obligé à ne plus écrire du code pour écrire du code, mais à écrire du code en tout cas qui marche et qui est maintenable. Et c'est ce que j'ai fait. C'est quand j'ai réussi à faire ça maintenant que j'ai pu pousser mon truc. Et quand j'ai pu pousser encore, le gars il est venu, il a regardé, il dit non mais bon, ok, ça marche, on a vérifié, il n'y a pas de problème, c'est bon. Donc on peut intégrer ton code. Par contre, il y a un autre souci, c'est que par exemple, quand je faisais mes commits avec Git, par exemple, là, les commits, les messages que je mettais pour les commits, c'était de la merde. Hein. Je mettais des OK. Moi, ça ne me disait rien. Je veux mettre juste quelque chose pour valider, puis ça va passer. Il dit non, ça ne se fait pas. Tout changement que tu as fait dans ton commit, le message doit refléter ce que tu as fait. Pour que après, quand on regarde dans le log ou bien dans l'historique, on puisse se rappeler de ce que tu as fait à ce moment-là avant de faire ce commit. Ah ouais. Et j'avais fait plein de petits commits comme ça. Le gars, il est venu, il dit non, non, il faut que tu fasses un Git Rebase. Mais Git Rebase, c'est quoi? Et ce sont des gens qui avaient plus de 10 années d'expérience, soit donc dans la programmation avec, j'ai dit bien, le langage C, 10 ans. Et puis, il était dans le domaine de l'aéronautique. Vous imaginez, il est dans le domaine de l'aéronautique. Donc là-bas, les exigences sont énormes. Et moi, j'ai l'occasion de travailler avec quelqu'un comme ça gratuitement. Et puis, il me transmet ces 10, 15 années d'expérience là comme ça, cadeau. Mais moi, j'ai profité. Donc, je n'arrivais pas à faire le Git Rebase et autres. Il est venu, il m'a fait un petit coup dessus. Il m'a voilà comment tu fais, comment tu fais. Mais moi, maintenant, par rapport à mes amis en classe, vous pensez qu'on était encore même chose? Quand on commence un petit projet en classe, non, il dit non, ça, on ne fait pas ça comme ça. Ah, mais toi, tu as plus. Non, ça, c'est les trucs des débutants. Non. Ok, tu peux te permettre de faire ton malin, en fait. Mais c'était vraiment intéressant. Et c'est des choses qui sont restées jusqu'aujourd'hui. Et c'est des pratiques que j'ai apprises avec eux. Jusqu'à présent, je les ai gardées. Jusqu'à présent, je les ai gardées. Et c'était totalement gratuit. Même le projet, après, on n'a pas peut-être remporté, mais si on avait remporté, on allait avoir de l'argent. Vous voyez un peu? Donc, il y a vraiment des astuces comme ça. Et le dernier, c'est proposer, peut-être qu'il y a des gens qui vont rire sur cette partie-là, proposer gratuitement ou quasi gratuitement vos compétences aux petites entreprises. Donc, quand on a fini avec les projets bénévoles et autres, les hackathons, ça vous entendez souvent parler, vous pouvez participer aux hackathons et autres, en petits groupes, etc. N'hésitez pas. Mais au-delà de tout ça, proposez vos services aux petites entreprises. Peut-être que dans votre, je ne sais pas, à Cotonou, vous avez une entreprise, peut-être, je vais prendre un exemple que moi-même j'ai eu à faire, dans le courtage d'assurance. Ils sont dans le courtage. Généralement, ces entreprises ont des problèmes de données parce que quand on fait les assurances, généralement, il y a un client qui vient ici aujourd'hui, il vient faire son assurance ici, ils ont mis un nom, peut-être qu'ils ont écrit Fondio Kimba. Et puis, ils ont fait son assurance tranquillement pour lui, il est parti, il a roulé, il a fini. Prochainement, il va revenir encore, il dit, il veut une assurance dans la même entreprise. Hein. Peut-être que ce n'est pas la même question qu'il avait fait. On a dit, comment vous appelez? Et puis ce jour, il dit que je m'appelle Kimba Fondio. OK, donc Kimba Fondio, on écrit Kimba Fondio. On fait. Ainsi de suite. Mais vous êtes sûr qu'après, est-ce que l'entreprise peut faire des statistiques pour savoir, par exemple, ce Kimba-là, il a fait combien de trucs chez eux? Il a fait Fondio Kimba, parce que Fondio Kimba, Fondio, ce n'est pas la même personne. OK? Donc, vous pouvez avoir des problématiques comme ça pour ces entreprises-là, de petites entreprises, mais ces entreprises n'ont pas les moyens de s'offrir en fait un data scientist ou un data analyst.
OK? Généralement, moi, je commençais par les proches. Peut-être que c'est ton oncle, ton cousin, ton frère, ton ami, l'entreprise, son papa, des choses comme ça. N'hésite pas, va. Ils ont des problèmes que tu connais. Tu dis, ah, vous avez tel problème, moi, je peux résoudre pour vous. Mais généralement, je faisais pour les connaissances. Je peux résoudre tel problème pour vous. Ah bon, oui, d'accord. Donc, tout ce dont j'ai besoin, c'est que vous me donnez peut-être vos données qui sont là, vos données. S'ils acceptent de participer, mais eux, ils ne vont pas te payer pour ça. Mais toi, tu leur donnes des trucs. Donc, tout le monde est gagnant, en fait. Peut-être que quelqu'un va penser que tu es bête, mais tu n'es pas bête. Mais toi, tu vas pouvoir traiter sur des données réelles. C'est ce qui compte pour toi. Et tu le fais. Donc, moi, par exemple, j'ai proposé à mon oncle de lui faire un site web gratuitement. Je lui ai proposé de faire un site web gratuitement. Et bon, après, bon, avec d'autres applications. Donc, gratuitement. Mais tout ce que je demandais, c'était quoi? Il devrait payer, en fait, genre les ressources pour le déploiement et autres. C'est tout ce qu'il payait. Mais lui, ça l'arrange parce qu'il sait que le coût d'un site web, c'est combien? Mais moi, ça m'arrange aussi parce que actuellement, là-haut, avec mes petites compétences, là, qui va me faire confiance pour me confier son gros projet comme ça? Qui va accepter de me faire confiance? Personne. Donc, tout le monde est gagnant. Et moi, ça me permet de m'exercer, de faire des trucs. Comme c'est réel, tu vas apprendre, tu vas pratiquer tes choses. Donc, voilà quand même quelques astuces pour se démarquer. Est-ce qu'il y a des questions? Des questions? Quelqu'un a levé la main? C'est quoi? Roulis Teken, c'est ça, non? Ouais, oui, bonsoir, monsieur. Bonjour, monsieur. Bonjour à tous. Bonjour Teken. Oui, bon, moi, c'est Rolis Tekem. Je suis camerounais et je suis étudiant dans le domaine des sciences physiques. Et je Ok. suis également passionné par la tech. Et j'aimerais savoir si votre association Data Hub Afrique, une association, n'est-ce pas? Oui, mais une question, vas-y. Oui, Abel. bon, j'aimerais savoir si votre association forme également ou bien donne également des formations dans le domaine de la data. Ok, je pense que cette question-là, Abel va répondre ça à la fin. Oui, oui, pas de souci. À la fin, je vais vous réexpliquer un peu tout le concept autour de Data Afrique Hub. Et voilà. D'accord, d'accord, merci bien. OK. Top. Ok, donc s'il n'y a pas de questions sur cette partie, je vais avancer. Et là maintenant, je vais donc bon, c'était Nelly, vas-y. Oui, bonjour. Je demandais en quoi consiste le data architecte. Ah, d'accord. Bon, ça je vais dire après. C'est bon? D'accord. Ça je vais dire après. Ok. Du coup, quelques astuces. Donc, ça, en fait, voilà. Donc, vous avez vu, en fait, on a fait de manière générale un peu tout ce que les techniques qu'on pourrait utiliser pour pouvoir vraiment se démarquer depuis l'école. Et ensuite, il y a quelques astuces aussi qu'il faut, voilà, qui sont là, qui sont très, très importantes, pardon. Par exemple, la toute première, c'est que il faut que Internet soit votre ami. Internet doit être votre ami. Internet doit être votre ami. Avec mes amis, on avait un slogan là. Mais bon, même si souvent on l'utilisait dans le mauvais sens. Euh, quand, bon, quand il y avait des trucs, ils venaient me trouver en train d'apprendre des choses qu'on ne fait pas, qui ne faut même pas parler de compétences, par exemple, du data scientist ou du data engineer. Ils disent, mais toi, tu te fatigues avec des choses dures comme ça, là, ça, on ne fait pas en entreprise. Il dit, ah bon? Il dit, oui, on ne fait pas en entreprise. J'ai dit, vous là, vous ne savez pas ce que vous êtes en entreprise. Hein. Quand vous allez arriver là, vous allez comprendre. Il dit, oh, donc, bon, les Ivoiriens, non, c'est pas le mal. Hein. Donc, il me dit, oh, laisse ça, que là-bas, en fait, il dit en entreprise, il y a grand frère Google qui est là. Il dit, c'était sur ça la chanson. Grand frère Google est là. Il dit, non, je ne lui crée rien. Que parce qu'en entreprise, il y a grand frère Google. Effectivement, il y a grand frère Google. Donc, Internet doit être votre ami. Google doit être votre grand frère. Parce que quand on ne connaît pas quelque chose, à son grand frère, on demande. Ça, il n'y a pas de sorcellerie.
les gens vont venir comme ça, ils vont parler de vos compétences. J'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Tout ça là, hein, on n'a pas appris quelque part. C'est même Internet là. C'est sur Internet qu'on a appris. OK? Donc, voilà, les plateformes comme Google, les blogs, YouTube, les MOOC, Stack Overflow, ils doivent être vos amis, vos grands frères. Quand vous avez besoin de quelque chose, partez là-bas pour aller chercher. OK? Donc, ça, vraiment, ayez cette culture-là. Ensuite, apprenez des autres. C'est très, très important. Moi, je n'ai pas eu forcément la chance d'apprendre avec des personnes physiques comme ça parce que je ne vais pas dire que j'ai appris tout seul. Non, on ne peut jamais apprendre seul. Soit tu nais avec. J'apprenais sur Internet, ok, mais je n'avais personne physiquement. Ok, malheureusement pour moi, parce que à cause de ça, il y a des choses sur lesquelles j'ai galéré. Je me rappelle que un jour, je travaillais sur. J'avais un petit projet. Comme je l'ai dit, les formations sont autour de 2 heures. Il y avait une formation qui était autour de 4 heures. Et j'ai dit, bon, cette formation-là, oh, ça, je vais apprendre ça rapidement. C'était, je crois, ce jour-là, c'était sur le framework Django. Et j'ai commencé les configurations, juste les configurations du projet. Là. Le gars, lui, il fait dans sa vidéo, ça passe. Moi, je fais, imaginez, ça ne passe pas. J'ai tout fait comme lui, j'ai tout fait comme lui. Non, j'ai dit, mais ça, c'est un petit problème. C'était la nuit. Je voulais finir, j'ai commencé le cours à minuit. Donc, je me dis, minuit, jusqu'à 4 heures du matin, bon, c'est fini, en fait. Genre, je peux finir le cours là, la nuit, là, en fait. C'était l'objectif qui était là. Hein. Mais je vous dis que 4 heures est arrivé. J'étais, bon, avant 4 heures même, j'étais fatigué vers, à un moment donné, je suis couché. Mais cette journée-là, j'ai fait toute la journée dessus. Le coup de 4 heures, je suis peut-être à la 10e minute. J'ai fait toute la journée. Je n'ai pas pu. Deuxième jour, je n'ai pas pu. Jusqu'à après, il y a eu un congé bizarre là. Je suis allé en congé. Je suis allé en congé. Et c'est le premier jour à la maison, donc quand j'ai pris un peu de recul, que j'ai compris le problème. Et c'était quoi le problème? C'était quoi le problème? C'est que le gars, il utilisait dans son tutoriel, par exemple, MySQL 5, la version 5 de MySQL. Et moi, j'utilisais la version 8, oui, bon, MySQL 8. La différence, c'est quoi? C'est que par défaut, avec, je ne sais pas si vous connaissez le truc là, ils appellent WAMP, WAMP ou bien LAM. C'est un truc où on a PHP, c'est un ensemble où on a PHP, MySQL, et puis quoi là même là? Ça non? Et puis Apache, voilà. C'est un ensemble avec les trois. Du coup, moi, c'est avec ça que j'avais installé comment on appelle le MySQL. Mais j'avais pris la dernière version parce que bon, j'aimais bien ça, quoi. Il faut toujours prendre la dernière version. J'ai pris la dernière version. Et quand j'ai pris la dernière version, c'était la version 8. Pourtant, avec le WAMP, la dernière version de MySQL là, le port par défaut, c'était plus le port 3306 qui est le port par défaut de MySQL. Eux, ils ont changé, ils ont mis 3308. Donc, le gars, lui, dans sa configuration, quand il met par exemple que non, il veut se connecter à MySQL dans son code Django, il met qu'il veut se connecter à MySQL, il met juste, comment on appelle, l'adresse du serveur de base de données, mais le port, il n'a pas mis le port. Pourquoi il n'a pas mis le port? Parce que par défaut, quand tu dis à Django que tu veux te connecter à MySQL, Django prend automatiquement l'ancien port par défaut de MySQL, quoi, 3306. Donc, moi, j'ai fait exactement comme lui. Donc, j'ai mis la même chose. Pourtant, pour moi, le port, c'est différent. J'ai tapé, en fait, 2, 3, 4 jours sur ça, en fait. Quelque chose que je voulais finir en 4 heures. J'ai tapé 4 jours dessus. Mais entre nous, si je connaissais quelqu'un, si je connaissais quelqu'un, un dévancier, quelqu'un comme ça à qui je pouvais demander, je pense qu'il aurait pu m'éviter en fait toute cette perte de temps-là. OK? Et ben, après, quand j'ai résolu le problème, j'ai fini le cours, etc. Bizarrement, il y a un autre ami qui est venu tomber sur le même coup, qui voulait le faire. Donc, quand il s'est mis sur le coup, il dit, ah, ce coup-là m'a fatigué. Donc, quand je ne lui ai pas donné les détails, il dit, mais ce coup m'a fatigué, j'ai galéré dessus. Il dit, oh! Donc, en fait, pour s'amuser, il dit que lui, il ne va pas galérer dessus comme ça, que de toute façon, si lui, il galère, lui, il va venir me trouver ici. Il dit, ok, il n'y a pas de problème. Il a fait 2 jours. Une semaine, je lui ai dit de finir le cours en 2 jours. Comme le cours c'est 4 heures, j'ai dit 2 jours, 3 jours. Je dis non, lui va finir le même jour. J'ai dit, il n'y a pas de problème. C'est que moi, je sais ce que ça m'a montré. Il a fait une semaine.
Et pour lui, c'était plus grave que le mien. Vous savez, c'était quoi son souci? Il n'a pas pu configurer juste l'environnement virtuel de Python. Il n'a pas pu configurer juste l'environnement. Je ne parle pas de. Il a créé le projet pour les configurer. Juste l'environnement virtuel n'a pas pu. Et pourquoi? Parce que dans le tutoriel, le gars était sous Linux et lui, il était sous Windows. Il était en train de retaper les mêmes commandes que le gars, alors que le gars fait des commandes Linux, lui fait des commandes sur Windows. C'était pas la même manière, en fait. Il a tapé une semaine. Et le jour, il est venu me voir. Je me suis moqué de lui. Je me suis moqué. Il dit, bon, attends. Et bon, il dit, j'ai regardé. Il a touché deux lignes de code là. C'est fini. Maintenant. Donc, même, je vais dire, la semaine passée, on était en train de discuter. Et puis, il m'a rappelé en fait cette histoire-là. Il dit, que lui n'a jamais oublié en fait ça. Il dit, mais tu vois, en fait, c'est ça. Mais ce jour-ci, il ne m'avait pas croisé. Qu'est-ce qu'il allait faire? Il allait peut-être se taper encore une deuxième semaine en train de galérer dessus. Donc, vous voyez, c'est important en fait. Donc, n'hésitez pas, apprenez des autres, posez des questions. Quand vous ne connaissez pas là, il n'y a aucune honte. Allez-y demander. Allez demander. Vos amis de classe, Jean, vous êtes en concurrence. Ce n'est pas ton concurrent, non. Tu ne connais pas, tu lui demandes. Ah, Joe, ça là, comment tu fais? Hein, comment ça là, ces choses-là. Même souvent, tu sais faire, toi, tu as ta manière de faire. Mais lui, tu peux lui demander comment il a sa façon de faire. Et en ajoutant tout ça là, tu peux devenir plus bon que lui-même. Parce que mais lui, il a sa façon de faire qui est comme ça. Toi, tu as ta façon de faire. Ah, en combinant les avantages des deux, pap, tu deviens plus bon. De même, n'hésitez pas à discuter aussi avec vos enseignants, posez-leur des questions pour qu'en en fait, oui, comment est-ce que par exemple, quelqu'un a posé la question à Abel qui me demande comment est-ce que moi je reste informé. C'est par exemple ce genre de question. Tu parles à ton professeur, monsieur, comment vous faites pour rester informé toujours des avancées de la tech? Il va te donner ses astuces. Il va te donner, tu prends. Lui, peut-être après 10 années d'expérience qu'il a connu ça, non. Toi, tu n'as même pas encore 1 an d'expérience, tu connais ça déjà. Donc, tu as fait un bon point de départ. Et après aussi, demandez aussi l'avis des experts. N'hésitez pas sur les réseaux sociaux, contacter les experts. Par exemple, regardez comment Merveille et moi se croisent. C'est sur LinkedIn, en fait. Il m'écrit, voilà, c'est tout. N'hésitez pas. Vous allez tomber sur des gens, en fait. Parce que souvent, vous allez voir des gens, peut-être qu'il est compliqué, ils aiment le malin. Non, il y a des gens qui sont extrêmement ouverts, qui sont prêts à tout partager avec vous. N'hésitez pas à aller vers ces personnes-là, posez-leur des questions, demandez-leur comment eux ils font. Ils vont vous dire. Et puis vous, ça vous fait en tout cas un tout, vous serez plus bon qu'eux-mêmes. OK? Et le dernier point maintenant, ça c'est un des conseils. Je vous conseille vivement de pratiquer. Pratiquer, pratiquer, pratiquer. On va beau parler. Si tu ne pratiques pas, tu ne seras jamais fort. Pratiquer, 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 pratiquer. Essayez des choses. Et surtout, j'ajoute vraiment surtout, faites des erreurs. Faites des erreurs. Faites des erreurs. Si vous ne faites pas d'erreurs, je ne pense pas que vous allez pouvoir évoluer. Parce que on dit l'expert, c'est qui? C'est celui qui connaît presque toutes les erreurs déjà. C'est parce que j'ai connu ces erreurs que ça n'a pas marché. Quand le gars il vient me dire, il vient me parler de son problème, je commence à rire déjà. Mais pourquoi je ris? Parce que peut-être que je dois passer par là. Moi, je résous ça rapidement pour lui. Mais c'est ça, en fait. Ce sont les erreurs là qui vont faire de vous vraiment des experts. Donc, n'ayez pas peur des erreurs. Comme quand on était, on va dire, au lycée, il y avait des gens, ils disent dans le cahier de recherche de mathématiques, là, ils utilisent des crayons. Parce que ils n'étaient tellement pas sûr de lui. Donc, lui, il fait des exercices au crayon. Pour que quand on vient en classe, on dit non, c'est faux. Il prend la gomme, il gomme. Et puis, voilà, il met la correction de l'exercice. Comme ça, lui, son cahier est propre. Lui, il n'a pas fait d'erreur dans son cahier. Mais il dit, mais tu es le plus idiot. Tu es le plus idiot. Tu apprends quoi finalement? Mais n'hésitez pas, faites des erreurs et c'est vraiment une bonne chose. Et le dernier point maintenant, c'est vraiment un conseil aussi de les influenceurs de la tech, les vrais influenceurs. Voilà. Pas ceux qui viennent, je ne sais pas, faire des directs à demi debout, des choses, des gens même qui connaissent rien en fait des sujets dont ils parlent, ou bien ils vont prendre des vidéos de quelqu'un d'autre, il vient, il s'assoit pour commenter et puis c'est fait. Bon. C'est que peut-être les gens ne savent pas, ce sont les gens qui l'écoutent qui lui donnent de l'importance. Ce sont lui, il fait qu'en soi, il est un vrai clown. Donc voilà ce que j'avais à vous présenter aujourd'hui. Et j'espère que ça vous aura plu. Bon. Abel, tu as la parole.
Ok, merci, Monsieur Kimba. Vous pouvez faire des réactions pour l'encourager. Merci beaucoup pour sa présentation. On a appris énormément. C'est toute une préparation avant de se mettre au niveau pour aller dans le monde professionnel. Et on a appris ça tout au long de sa formation. Merci beaucoup. Déjà, d'accord, on va passer à la séance des questions. Donc, ceux qui ont, je crois qu'on avait déjà une question de Mademoiselle Nelly concernant Data Architect. C'est Et ça. pour les autres, vous posez vos questions dès que Kimba aura répondu à celle-ci. La question. Ok. Je vais mettre le lien de Data for Good dans le lien là, dans le chat. Vous pouvez le récupérer. Je crois aussi ils ont qu'on appelle une plateforme, un canal où normalement vous allez vous inscrire là-bas. En tout cas, tout est gratuit. Vous allez voir les gens. Et là-bas aussi, les offres d'emploi. Hein. Les gens viennent avec des offres d'emploi ici en France, des choses comme ça. Donc, quand tu es dans ces communautés-là, il y a des offres d'emploi et tu contactes directement le gars. Si vous avez les compétences, ça passe vite, quoi. OK. Donc, pour revenir en fait sur le data architecte, déjà, il faut savoir que dans le domaine de la data, il y a plusieurs profils c'est pas seulement que le data scientist. OK? Le data scientist, normalement, le data scientist, c'est vraiment un tout. OK? C'est le gars, le mouton à 5 pattes qui sait tout faire. Donc, il y a des compétences solides en informatique, en programmation, des compétences en mathématiques, statistiques, probabilité et tout. OK? Donc, lui va te faire des analyses, des modèles de machine learning, etc., 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 etc. OK? Donc, ça, c'est plus le data scientist. On a le data engineer. Le data engineer, en fait, donc l'ingénieur des données, comme on l'appelle, ou bien l'ingénieur big data parfois, qui, lui, il est chargé, en fait, de la mise en place de l'infrastructure. Donc, maintenance de l'infrastructure, mise en place de l'infrastructure data. C'est quoi le data? Mais les data scientists, ils vont déployer des modèles. Déployer les modèles là sur quoi? C'est via des actions souvent ou bien des choses. Donc, c'est lui qui doit faire. Les data scientists les données où? Dans des bases de données. Qui doit faire le data engineer fait ça, qui met tout ce truc en place. OK? Donc, lui, c'est lui qui va, par exemple, leur fournir des données, donc des données propres, donc s'assurer de la qualité des données, tout ça, c'est le data engineer. Le data architecte, par contre, lui, forcément, lui, en fait, c'est vraiment un expert qu'on appelle avec plusieurs années de compétences, parce qu'on ne sort même pas de l'école étant architecte, c'est vraiment par l'expérience. Lui, il est chargé de faire tout ce qui est conception. OK? C'est lui qui va dire, quand vous avez par exemple une entreprise décide de mettre en place, je ne sais pas, un système de détection en temps réel qui permet de faire ça. Voilà, on veut prendre les données en temps réel sur les réseaux sociaux pour pouvoir faire ça. C'est l'architecte qui va venir, qui va identifier, par exemple, il va dire, OK, ces données-là, on peut les récupérer depuis, depuis Twitter, depuis ces plateformes. On peut faire ceci, on peut, qu'on appelle, faire peut-être une zone qu'on appelle, je sais pas, de staging où on va donner les données chaudes qui viennent, traiter doucement de les traiter, on va mettre dans une base de données plus structurée. Quand on a fini de faire ça, on va envoyer maintenant, qu'on appelle, on va visualiser avec telle chose. Le choix de ces outils, tu vois, la mise en place, tout ça, c'est le data architecte qui le fait. Donc, c'est vraiment l'architecture de la plateforme data, c'est lui. Quand il a fini de faire l'architecture de la plateforme data, le data engineer, lui, va prendre maintenant, il va mettre en place les différents briques. OK? Maintenant, les parties qui ne l'intéressent pas, où le data engineer ne va pas intervenir, c'est quoi? Ce sont les parties maintenant, la mise en place de modèles, les analyses statistiques et autres qu'on va faire, exploration et autres. Ça, c'est généralement le data scientist et puis le data analyst. Le data analyst qui est plus en tout cas un peu plus dans côté business, parce que quand le data scientist, par exemple, a déjà mis en place le modèle qu'on a déployé et tout, après, peut-être qu'il y a des petites statistiques à faire, il y a des petits rapports à faire, le data analyst lui fera maintenant cette partie-là. Donc, voilà un peu comment ça se présente. Est-ce que j'ai répondu à la question? Ou bien s'il y a une autre question? Mademoiselle Nelly, vous êtes satisfaite? Ok, super. N'hésitez pas à poser des questions
D'autres Allez-y, questions? allez-y. Bon. Je ne peux pas poser de questions. Ok. Pas de questions? Faites-moi pas encore. Bon. Je ne peux Alors, pas. moi j'ai une question, Monsieur Kimba. Généralement, on voit offre d'emploi, 5 ans d'expérience, 6 ans d'expérience. Est-ce que vous avez eu à faire face à ce genre d'offre d'emploi-là? Et comment ça se passe lors d'un entretien, par exemple? Est-ce qu'on se dit, bon, 5 ans, 3 ans d'expérience, alors qu'on vient de quitter les bancs, on vient de quitter l'université, c'est souvent compliqué. Ok. Déjà, la première des choses à faire dans ce cas-là, si, ok, si déjà vous appliquez quelques techniques que j'ai eu à dire, tu as travaillé sur un petit projet, Oui. ok, tu as travaillé sur un petit projet, tu as travaillé sur les projets, des hackathons auxquels tu as participé, ou bien comment on appelle le cas, les projets bénévoles et autres. Mais par exemple, Data for Good. Data for Good, c'est une plateforme qui est sur LinkedIn. Et je peux inscrire dans mon CV, j'ai fait, je sais pas, 3 mois, mais 4 mois chez Data for Good. OK? Si j'ai fait pour l'entreprise d'un ami, ou bien voilà, quelque chose, bah, s'ils ne sont pas sur LinkedIn, moi, en tout cas, je vais les dire de se mettre sur LinkedIn. Donc, quand les mettre leurs photos, tout ça là, je vais mettre sur mon CV. Oui, j'ai fait tel nombre d'années, peut-être 3 ans, 3 mois, je suis là. Et je décris bien le projet. OK? Au moins ça, ça va essayer de diminuer un peu. OK? Maintenant, au-delà de ça, c'est, comment on appelle, comment vous allez vous présenter? OK? Comment vous allez vous présenter? Quand tu es sûr de tes compétences, genre, tu as appris, en tout cas, tu as travaillé sur des petits projets réels dessus, des choses comme ça. S'il y a une offre d'emploi et que tu te sens capable, si on dit c'est 5 ans, si on dit c'est toi, débrouille-toi en tout cas dans ton CV, mets des trucs vraiment qui puissent les attirer pour que quand tu vas postuler, au moins si tu arrives en entretien, que tu puisses dire voilà, 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 voilà. Et parce que tu vas dire, les gens vont parfois oublier en fait l'histoire de compétences. Pardon, comment on appelle, l'histoire du nombre d'années de compétences. Mais le CV, il faut vraiment l'organiser de sorte que quand qu'on appelle, tu pars, en fait, quand tu pars, en plus, tu puisses au moins les accrocher. Donc, essayer de mettre quand même le maximum de choses, qu'on appelle, le maximum de choses intéressantes. Et ces choses intéressantes, tu peux les créer, comme les projets bénévoles et autres. Ça va te permettre de pouvoir mettre des trucs dans ton CV. OK? Euh, et ça, avec le temps, maintenant, quand tu commences à avoir des expériences réelles et que tu commences à virer, en fait, il y a des trucs que tu as mis en bas là-bas, tu commences à les virer. Tu commences à les virer parce que ce n'est plus pertinent. Mais pour le début, tu les mets. Ah, c'est comme ça. Hein. Si je vous montre mon CV de départ et mon CV de maintenant, bon, ça me fait rire parce que, je crois, je sais pas, la semaine dernière, j'ai vu mon CV là, de 2018, j'ai envoyé à un ami. Puis il a commencé à dire, il faut croire, mon cher, il faut croire. Parce que, bon, c'était un CV où, en fait, où, oui, qu'on appelle Nelly, oui, il faut détailler ce projet. Il faut détailler ce projet. Parce que toi, tu sais que tu n'as pas d'expérience. Petit que tu as aussi là, tu ne parles pas bien de ça là. Qui va t'écouter? Donc, oui, on a fait ça, 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 on a fait ça. Tu le mets, tu le mets. OK? Parce que souvent, peut-être quand tu vas mettre projet école, projet école, il n'y a rien de. Mais au moins, quand qu'on appelle, quand tu décris bien tes trucs, ça passe. OK? Maintenant, parfois, en fait, quelqu'un demande si est-ce que vous devez postuler quand même. Moi, je me demande, est-ce que vous avez quelque chose à perdre? Je vais le dire. Et puis, de nouveau, je ne vous conseille pas d'attirer sur les choses où on dit Seigneur ou autre. Non. Non. Mais en tout cas, jusqu'à 15 ans, où on demande 3 années d'expérience, hein? Je ne peux pas dire. Ça dit, mais débrouille-toi si tu vas sortir d'école, tes expériences cumulées là.
débrouille-toi pour que ça atteigne au moins 6 mois, 1 an, que ça soit entre 1 an. C'est-à-dire les petits projets que tu auras fait 2 mois ici, 1 mois ici, ainsi de suite. Même si souvent c'est chevauché, il n'y a pas de... Mais toi, débrouille-toi, tu vas comptabiliser, tu fais au moins 6 mois ou bien 1 an. Et sur ton truc là, sur ton CV, tu mets, au lieu de tu as une année d'expérience, genre en gros, peut-être quand tu veux mettre l'année d'expérience, au lieu de mettre que tu as une année d'expérience, tu as entre 1 et 3 ans, LinkedIn, là, tu m'as pas encore envoyé ou le bien message là. tu mets plus d'une année d'expérience. Pasteur LinkedIn. Mais c'est fini, tu as mis plus d'une, tu mets 1 plus. Voilà, donc tu as plus d'une année d'expérience, c'est pas un seulement chose dessus. OK? Et avec tout ça, quand ils verront, les gens, il y a des entreprises, en tout cas, qui sont carrés dessus, ils veulent, voilà, c'est 5 ans on veut, c'est 5 ans on veut. Mais au moins, vous faites comme ça. Jusqu'aux années d'expérience, vous pouvez postuler. OK? 2, 3, 2 même là, n'hésitez pas. 2, 1, 2, 3, n'hésitez pas. Vous postulez. Mais quand c'est plus de 3, en soi, vous n'avez rien à perdre. Si vous postulez, vous n'avez rien à perdre. Parce que j'ai vu des cas où vous postulez, puis ça a marché. OK? Vous n'avez rien à perdre. Si tu postules à quoi? Si on ne doit pas appeler, c'est quoi? Tu ne perds. Mais là, en tout cas, il ne faut pas trop tes esprits dessus pour dire, on m'a appelé, postulé 10, 100 fois. Laisse tu dis que tu as postulé, à compter ça des temps, en tout cas. Parce que bon, ça, c'était une perdue, quoi. Okay. Donc, vous n'avez rien à perdre, vous pouvez postuler. Et ces projets, quand vous les détaillez, voilà, les projets de classe, oui, vous les montrez bien et puis vous les décrivez correctement. C'est tout ce que tu as, tu fais avec du bord. OK? Je ne sais pas si j'ai mon CV d'école là ici. Oh, je ne sais pas. Attends. Je regarde en fait, j'ai mon CV ici. Elle est un exemple. Pendant ce temps, si vous avez des questions. Des questions? Attends, je vais voir si je vais vous poser une question. Faut couper ton micro. Non, faut laisser. Diminuer le volume, je voulais dire. Gabriel, c'est ça? Gabriel, Oui, c'est Gabriel. Ah, ok, Gabriel, ok. Désolé, je ne lis pas. Ok. La question, c'est celle-là. En détaillant les... Est-ce qu'on parle de dépasser les une requis pour le CV? Ah, c'est à fait. C'est à fait. C'est à fait. C'est d'une page. C'est à fait d'une page. C'est quand même possible. Bon, détailler. Ça dépend de comment vous faites ça dépend du modèle de votre CV. OK? Quand je dis détailler aussi, bon, OK. Attends, je crois que j'ai un exemple. Oh, ouais, mais lui, il n'a pas contre l'anglais. Oh, ouais, je sais l'anglais. Non. À vous d'utiliser en tout cas, de l'espace pour rester comment on appelle, pour garder ce truc d'une page là. Par exemple, ouais. Il faut que je vous montre là parce que faut que je vous montre ça. Au moins, ça, je suis sûr que avec la façon dont c'est présenté, peut se permettre de l'espace. Alors aussi, j'aimerais ajouter sur la CV, quoi. Souvent, Vas-y. il dit toujours 2 pages au maximum. Donc, Ok. même une page, mais on peut aller à 2 pages au maximum pour la CV. Moi personnellement, l'histoire de page, c'est vrai, hein, je n'ai jamais respecté. Je respectais. Genre, peut-être, je me forçais pas à respecter. Ça, je vais pas vous. Mais quand même, on peut toujours rester 2 pages. On peut toujours rester dans les deux, pardon, pardon, avec une seule page. Je vais vous montrer un exemple. Je pense que je l'ai maintenant. Oups.
C'est ça. Ici, ça date de... Mais bon, ok. Mon écran me dit. Oui, oui, nous voyons votre écran. Ça même, ça reste... Bon, je crois que c'était un exercice qu'on nous avait demandé déjà en classe. Et je suis pas juste de cet exercice-là, en fait. On avait demandé de faire un exercice en classe, là. C'est là que j'avais fait ce CV. Et puis, bon, j'ai gardé, en fait, même pour postuler pour les trucs. Mais, en soi, regardez, hein, c'est une page, on est d'accord. Peut-être que je vais diminuer. On est d'accord que c'est une page. Ou bien, par contre, est-ce que, bon, ça, j'avais commencé à travailler, hein, mais avant d'arriver en entreprise, les deux là n'étaient pas dedans. OK? Oh, la version d'école là, qui serait trop bien. Les deux là n'étaient pas dedans, en fait. OK? Les deux là, les deux expériences qui sont là n'étaient pas dedans. Donc, je n'avais que ça, ça, ça. OK? Mais si je gagne ces deux-là, je ne peux pas avoir de place pour pouvoir pour pouvoir faire mieux. J'aurais ensuite, quand vous regardez la partie, qu'on appelle la partie truc, pour dire en fait, vraiment c'était école, hein, sinon, pourquoi je vais venir parler de mon, comment on appelle, du lycée. OK? Je pouvais virer facilement le lycée. D'accord? Et puis ça, je pouvais facilement virer aussi. Bon, ça, parce que j'ai fait un coup de passage en fait où je voulais faire de l'informatique là, que je n'ai pas terminé. Mais je pouvais virer ça. En ce moment, parce que j'avais besoin de mettre des choses, donc je mettais tout. OK? Mais sinon, généralement, si quelqu'un qui a fait un parcours normal, quoi, tu peux parler de ta licence, peut-être deux masters. Est-ce que les trois ne suffiraient pas? Donc, encore, on a de l'espace. C'est ici, non, je veux voir quelque chose. Et Gaël, les compétences, je toutes les dis, compétences qui étaient tranquilles ici, c'était beaucoup même quand même. Donc, pour que ça tienne sur une page, pour que ça tienne sur une page, démarrer, je ne sais pas comment arrêter ça. c'est comment vous allez organiser. OK? Là, quand je dis de détailler, vous pouvez détailler. Parce que si tu as deux, trois projets, maintenant, la granularité aussi pour pouvoir détailler jusqu'à quel niveau, ça va dépendre du nombre de, comment on appelle, de projets que vous voulez. Mais je vous conseille de mettre les plus pertinents. Trois bons projets. Si peut-être projet pertinent, peut-être une expérience. Regardez ça. Ça, c'était ça quand j'avais fait au truc là, Data Good par exemple. Ce que j'ai fait là-bas, que j'ai mis sur mon. OK? Ça, je l'ai fait gratuitement. 5 francs, il n'est pas pris. Vous voyez un peu en fait. Donc, comment vous allez organiser là, qui va vraiment faire la différence. Donc, oui, détailler ces projets, c'est pas détailler, je ne sais pas, mais détailler quand même, on a fait ça, on a fait ça. Le contexte du projet, c'était ça. Après, on a fait ça. Mais aujourd'hui, par contre, mes CV d'aujourd'hui, bon, là, je m'en fous en fait. Voilà, je m'en fous. Ça, quand je ne détaille pas, on me dit non de détailler. Donc là, le détail, c'est devenu primordial, quoi. Parce que ça fasse 10 pages, on s'en fout. OK? Et avec le temps maintenant, vous allez commencer comment on dit ça? Quand vous allez être, disons, truc, on va vous donner le droit de faire ça et vous allez pouvoir le faire, tranquille. OK? Ouais, ok. Merci Maintenant, beaucoup. je montre l'autre là, par exemple, un CV par exemple, que je présente aujourd'hui. Mais par contre, quand je présente aujourd'hui, bon, déjà, je m'en fous des histoires de photos. Parce que, voilà, en soi, on va se concentrer que sur l'essentiel. Et puis, bon, je passe que sur les compétences. Que sur les compétences.
Là, je peux me permettre, bon, vous pouvez utiliser la même technique, hein, mais pour chaque truc, le contexte, tu décris le contexte, ensuite les technologies qui ont été utilisées. Contexte, genre, c'était quoi le but, les technologies qui ont été utilisées. Après, maintenant, les principales tâches, les principales activités, voilà, comme ça. Donc, tu as le contexte du projet qui est là, ensuite les principales activités, ainsi de suite. En tout cas, sachez organiser, je pense que, voilà, il n'y a rien quoi. Il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a rien. Ok, bon, c'était tout. Ok, est-ce qu'il y a d'autres questions? Si pour rebondir un peu dessus, je me rappelle que moi, à un moment donné, par exemple, dans le cas, je faisais plusieurs CV en fonction du poste auquel je voulais postuler. Si c'est pour un poste de data analyst, je mettais les liens que j'avais fait en rapport tout ce qui est data analyst. Si c'était le développement web, par exemple, je faisais aussi un CV. Donc, c'est aussi pour moi une astuce que vous pouvez utiliser dans tout ça. Est-ce qu'on a d'autres questions, s'il vous plaît? Est-ce qu'il y en a qui veulent encore poser des questions? Ok, monsieur Tu dis, Teken. vous n'avez pas répondu à la question. Oui, ça c'est Abel. Abel va répondre. Il avait demandé pour se former. Ok. Oui. Ok. Une question qui est c'est ça. Que vous apprenez par vous, Django, par exemple, les entreprises, qu'est-ce qu'ils montrent que vous l'avez appris parce qu'il n'y aura pas de certificat? Ah, bon, je l'ai dit en fait, pour pratiquer Django, je vous ai montré l'expérience là où j'ai dit, il y a fait agrément là. C'est là que j'ai. Donc, j'ai fait un site réel avec. Je l'ai fait pour une entreprise réelle. C'est pas l'entreprise qui avait embauché, c'est moi qui ai proposé mes services à l'entreprise. Je l'ai fait, mais je demande l'exemple que je leur montre. Je dis voilà, j'ai déjà fait pour telle entreprise. Ah oui, et puis on voit le concret, on voit que c'est réel. Personne ne va me demander une certification. Ça, c'était pour Aïsata. Ok. Donc, merci beaucoup. Je pense on a fait beaucoup, on a beaucoup parlé, on a beaucoup dit aujourd'hui. Malheureusement, l'heure est en train de et Ouais. on va devoir laisser pour aujourd'hui. Bon, pour dire sur la question que répondait, c'est quand vous faites cours aussi, on ne vous demande pas les certifications pour le cours que vous avez à l'université. Donc, que vous acquérez des compétences avec vos cours. Donc, c'est juste fait après les projets que vous avez faits qui montrent que vous avez des compétences. Alors, on va dire merci beaucoup à monsieur qui pouvait faire des réactions, des pouces, des acclamations pour remercier monsieur Kimba. Et, monsieur Kimba, vous pouvez arrêter votre partage, comme ça on va D'accord. permettre d'aller au Ira. Il y a une question qu'il faut répondre. Pardon? Monsieur Cabrel ou bien Royal Tekem avait posé une question, je Oui, crois. oui, c'est vrai. Donc, avant de, on va pas conclure comme ça sans répondre à la question de monsieur Teken. Il a oublié. Data africaine, Blague. qu'est-ce que déjà beaucoup pour la question. Il faut savoir que nous, Data Africa, bon, communauté. Avant, on a déjà créé une communauté en fait qui aura un hub où les pourront venir se faire former, où ils pourront être au parfum de tout ce qui se fait en data, où les gens pourront avoir des experts tels que M. Kimba avec qui ils pourront échanger. Donc, Data Africa, c'est ça, c'est une communauté où vous venez vous former, où vous venez réseauter, où vous venez échanger avec. Et aussi, on a une très belle politique. Les gens qui gagnent en expérience, mentors de nouveaux adhérents de notre communauté. Donc, c'est intéressant. Je vous conseille de suivre sur nos réseaux, LinkedIn surtout, parce que là aussi, on fait des posts comme notre blog où les gens font tout ce qui se passe dans la data aujourd'hui. Et on a aussi une page Facebook, une chaîne YouTube où vous pouvez suivre les formations qu'on a déjà données, les webinaires tels que celui-ci et tout ce qu'on propose. Alors, vous vous êtes pris, on a pu enregistrer vos mails. On va vous revenir par rapport à ça. Vous envoyer aussi on va dire, les termes pour intégrer notre communauté et échanger avec vous. Donc, j'espère que vous êtes satisfait maintenant, monsieur. Merci bien. N'hésitez pas, allez-y nous
c'est très important, vous serez vraiment informé et vous allez voir notre prochaine formation, prochain webinaire et formation. Parce que, comme j'ai dit, on offre des formations. On a fini une en janvier où les gens ont été certifiés. C'est vraiment très intéressant. Le retour qu'on a eu était vraiment intéressant. Et je pense que c'est un plus pour chacun d'entre nous. Donc, pour mettre fin à notre séance d'aujourd'hui, vous pouvez la caméra, comme ça, on va faire une petite capture juste pour que tout le monde était là. Comme ça, monsieur pourra voir aussi. Nous, là. Vous pouvez juste allumer votre caméra et vous allez voir tout le monde. Wow. Je vois monsieur Elie, je vois monsieur Roliste. Voilà. Très bien. Super. Merci, Marie. Alors, Merveille, monsieur Merveille, pour la capture d'écran, si vous dans la capture, on prend ça sur un réseau, sur par exemple, vous allez voir. Karima, essaie de faire ça. Donc, beaucoup d'avoir participé au webinaire. C'est une série de webinaires qui vit. Et n'hésitez pas à vous connecter et à suivre sur nos réseaux pour être encore parrain. Donc, merci beaucoup, M. Kimba. Votre présentation est très instructive. On a appris énormément de choses. Moi, j'ai appris beaucoup de choses. Je suis toujours à l'université et j'ai beaucoup appris grâce à vous. Donc, on se dit au revoir. C'est tous une bonne journée. OK? Si, bonne journée à tous et puis bon, on se dit à bientôt. C'est un Merci. plaisir. Bye bye. Au revoir.